Bonjour à tous, on va démarrer. A priori, celui-ci est un peu moins bon, le rétroprojecteur, donc si vous voulez vous décaler de ce côté-là, pour ceux qui sont par là, c'est le moment. Merci beaucoup d'être venus à cette session sur l'event sourcing et CQRS, d'autant plus qu'il y en a eu une d'1 heure avant et je vois qu'il y en a qui sont revenus, donc ça veut dire que ça a plu. On va aborder ces deux patterns sous un angle un petit peu original. En fait, on va parler des 9 pièges. 9 des pièges qu'on rencontre quand on se lance sur ces sujets-là. Et généralement, on se lance en fait un petit peu la fleur au fusil, de manière un peu naïve, et moi y compris. Et au début, c'est tout beau, c'est sympa. Et puis après, il y a des moments où on prend des murs et on se demande un peu pourquoi. Et l'objectif, c'est de partager un peu certains murs que j'ai pu prendre pour que vous les preniez pas forcément. C'est une session qui va se dérouler en 2 temps. Il y a pas mal de contenu, on va vraiment creuser les choses. Donc il y a à peu près 1h15 de contenu, donc ça va être assez dense. Et après, on a un temps qu'on organisera en fonction de vos questions. Donc si vous avez beaucoup de questions, on aura du temps pour les creuser et aller au bout des choses. S'il n'y a plus de questions, j'ai du code à vous montrer pour expliciter un petit peu comment on peut implémenter ces deux patterns. Je vous embête 5 minutes, même pas 5 minutes, 1 minute avec ma petite personne. Donc, je travaille chez Xebia, c'est une SS2I sur Paris, certains connaissent. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans le développement logiciel, donc j'ai fait plein de choses, ce qui m'a permis de voir plein de choses. Là n'est pas l'intérêt. Je suis intéressé par 2 choses aujourd'hui, le craft, donc dans sa dimension qualité logicielle, et surtout je suis intéressé par faire de la technique, oui, mais au service du métier. C'est-à-dire que faire la course à la dernière techno, au dernier framework, à la hype du moment, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de servir un métier et de transformer un métier. Et je pense que c'est quand même la chance qu'on a, nous, dans nos métiers aujourd'hui. Je vous ai mis mon compte Twitter. Ça peut vous servir pour plusieurs choses. Si vous avez des questions plus tard, même après la conférence, donc sur la conférence, ou si dans 2-3 mois, vous implémentez vous-même l'event sourcing, vous avez des questions, vous avez des choses à creuser, n'hésitez pas à me contacter, je prendrai le temps de vous répondre. Et puis, si vous avez envie de me faire un feedback sur cette conférence, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, n'hésitez pas, ça fait toujours progresser. Avant de rentrer dans les 9 pièges en particulier, je vais prendre la peine de revenir sur les 2 concepts séparément. Alors, certains d'entre vous connaissent probablement ces choses-là, certains ont vu la conférence de juste avant, mais il est important en fait qu'on partage bien les mêmes termes et les mêmes définitions derrière. Et ça, c'est un point que j'ai souvent croisé. Il y a beaucoup de gens qui pensent connaître l'event sourcing et en fait, il y a plein de petits détails sur lesquels on n'est pas forcément d'accord et ça rend un petit peu pénible les discussions. Donc l'event sourcing, Loïc en a parlé tout à l'heure, en fait, ça part d'un problème qu'on rencontre quasi systématiquement dans notre écosystème. C'est qu'on a pris le réflexe en fait, de transformer tous les problèmes de gestion en un modèle statique, donc en un état courant. C'est-à-dire qu'on fait un modèle de données, quel que soit le problème qu'on nous donne, on fait un modèle de données et on commence toujours par ça. On apprend ça à l'école, c'est génial, on sait faire ça, de l'UML, pas de l'UML, mais bon, on commence toujours par ça. Exemple ici avec un compte en banque, si on vous dit que vous avez créé une appli de gestion de compte en banque, vous dites ok, je fais un modèle de données, j'ai un compte en banque, ok, il a un identifiant, un solde, et puis au fur et à mesure que le temps avance, on va mettre à jour ce modèle. Ok, super. Le problème, c'est que la temporalité, donc le temps, ça rentre relativement mal dans ces modèles-là. Je vous donne des exemples. Qu'est-ce qui se passe si je veux stocker la date de création de mon compte en banque? Vous allez me dire, facile, je mets un attribut createdAt et j'ai la date de création de mon compte en banque. Super facile. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux avoir la date de modification de mon compte en banque? Si je prends la même technique, je mets un attribut updatedAt, mais là, ça commence à devenir un peu plus pénible parce que je peux l'updater plusieurs fois, mon compte en banque, et donc du coup, j'aurai que la dernière date de modification. Si je veux stocker l'ensemble des dates, ça commence à être long. Et puis ça, c'est si je le fais sur deux événements, c'est-à-dire la création et la modification. Imaginez si je le fais sur chaque type de débit, chaque type de crédit, ça devient rapidement le bordel. Et puis surtout, si on prend un peu de recul, ce n'est pas du tout la manière dont on fonctionne dans la vie de tous les jours.
Admettons, je croise un de mes potes dans la rue, on ne s'est pas vu depuis 3 mois, il me dit « Clément, quoi de neuf? Depuis la dernière fois, on s'est vu. » Est-ce que vous pensez réellement que je vais lui décrire mon état courant? Vous pensez que je vais lui répéter que je m'appelle Clément, que j'ai 30 ans, que je suis marié, que j'ai une fille, tiens, j'ai 2 pantalons noirs, un pantalon rouge, il s'en fout quoi, il s'en fout. Qu'est-ce qu'on fait dans la réalité quand on nous pose cette question-là? Eh ben on lui dit, bah tiens, je me suis marié, ou je me suis cassé une jambe, ou j'ai été au ski. On donne des faits d'intérêt, et puisque notre ami a la connaissance de notre état précédent, il prend les faits et il est capable de déduire notre état courant. Si je lui dis je me suis cassé la jambe, il est capable de déduire que ma jambe est cassée, ou qu'elle est en cours de réparation. Donc finalement, en fait, c'est un peu ça l'essence de l'event sourcing. C'est non plus de se concentrer sur un état courant, donc c'est-à-dire où est-ce que nous sommes, mais de se concentrer sur la séquence d'événements qui nous amène à cet état courant, c'est-à-dire comment nous y sommes arrivés. Et l'event sourcing, en fait, c'est vraiment juste ça. Donc Loïc l'a très bien dit tout à l'heure, c'est juste persister l'état sous forme d'une séquence d'événements et être capable de relire notre état courant via une séquence d'événements. Et c'est tout. C'est pas plus loin que ça l'event sourcing. Donc si je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, donc plutôt que stocker un état de compte, je vais stocker une séquence d'événements. Donc par exemple compte ouvert avec un apport initial, compte crédité, compte débité. Et là, vous voyez bien que la temporalité, en fait, elle est juste intrinsèque au pattern. Donc on n'a plus à se poser la question comment ça rentre dedans. Alors, avant de rentrer un peu dans les concepts, pourquoi est-ce que l'on fait de l'event sourcing? Alors, une des raisons les plus couramment citées, c'est l'auditabilité. Si vous êtes dans un domaine métier où vous avez une obligation légale via un régulateur de savoir tout ce qui s'est passé sur votre application, typiquement c'est le cas en finance, ça vous apporte ça un petit peu clé en main. C'est intéressant aussi pour débugger. Je pense qu'on est majoritairement des développeurs dans cette salle. On s'est tous retrouvés dans une situation où on se disait mais comment ce fichu utilisateur a réussi à se retrouver dans cette situation-là? J'arrive pas à reproduire le bug, quoi. Le métier vient nous voir, nous dit il y a un bug, et nous on dit bah non, en fait, on n'arrive pas à reproduire. Là, ça va vous permettre, puisque vous avez la séquence d'événements, ça va vous permettre de remonter un état et surtout de comprendre pourquoi l'utilisateur est arrivé dans cet état. Donc ça, c'est assez pratique. Ça va avoir aussi des gains en termes de performance. Alors quand je dis en termes de performance, il faut faire attention, on ne parle pas forcément de la performance globale du système, mais ça va déjà simplifier la performance de votre système. Parce que ce que vous allez stocker, c'est des événements qui sont très simples, autodescriptifs, et vous allez les rajouter à la fin d'une séquence, tout simplement. Donc ça, c'est une opération qui se fait très bien en termes d'écriture. On peut atteindre des débits monstrueux en faisant juste une écriture à la fin d'une liste. Dans nos écosystèmes classiques, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? On a généralement, si vous avez la chance de jouer avec des ORM, vous essayez de mapper un modèle objet dans un modèle relationnel. Il faut faire du lazy loading, on a des problèmes de N+1 requêtes, de jointure croisée insuffisamment réduite. Tout ça, vous dégagez. Vous avez un système qui est capable vraiment d'avancer à ce niveau-là. L'event sourcing, il se base également sur des événements. Donc, il va tirer profit des caractéristiques des événements. Et les événements, c'est un excellent moyen de synchroniser l'état de votre système avec d'autres systèmes autour de vous. Donc, notifier d'autres systèmes qu'il s'est passé quelque chose chez vous et qui peuvent prendre des actions en réaction, ça sera aussi un gain de l'event sourcing, même si c'est plutôt lié là, à la nature des événements. Et enfin, et c'est un des points les plus importants, vous allez pouvoir créer de la valeur métier alors même que vous n'en avez pas conscience. En fait, vous gardez l'historique de tout ce qui s'est produit d'un point de vue métier depuis le début de la vie de votre application, et donc ça veut dire que dans 2 ans, vous serez capable de créer de nouveaux indicateurs ou de nouvelles projections sur des données anciennes, et donc de tirer profit de tout l'historique que vous avez amassé. Alors que si vous avez un modèle dans l'état courant, tout ce qu'il y a dans l'état courant, si vous voulez créer un nouvel indicateur, il va vous falloir rajouter des attributs dans ce modèle courant, et puis attendre qu'il y ait des données qui populent cet état. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et je parle bien de valeur métier. Ça, c'est une opportunité pour votre métier. On va revenir dessus. Donc on va prendre un petit peu le temps de voir un petit peu les concepts. Donc on retrouve le format du schéma de Loïc de tout à l'heure qu'on doit simplement à Jérémy Chassin. Donc on ne voit pas bien ici le lien, mais Jérémy Chassin, c'est une source intarissable sur le sujet en France. Suivez son blog, c'est vraiment un mec extraordinaire. On va travailler sur une notion d'agrégat. Donc je reviens tout à l'heure sur la notion d'agrégat. Pour l'instant, voyez-le comme un élément de votre système qui va durer dans le temps. Donc si on reprend l'exemple du compte bancaire, votre compte bancaire, c'est votre agrégat. On va donc recevoir sur cet agrégat des commandes. Donc une commande, qu'est-ce que c'est? C'est une requête de l'extérieur sur votre système.
Donc c'est quelqu'un à l'extérieur qui demande à faire quelque chose. Une commande, on l'exprime à l'impératif pour marquer cette intention. Exemple, ouvrir un compte en banque. Donc il y a quelqu'un qui vous donne son intention, qui vous dit « je veux ouvrir un compte en banque ». Quand cette commande elle va arriver sur votre agrégat, sur votre système, vous allez activer, l'agrégat va activer une première fonction qui va être la fonction de décision. Et c'est cette fonction de décision qui va traiter la commande. La fonction de décision, elle est très 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 importante. C'est la fonction où se trouve votre métier, vos règles de gestion, votre cœur du métier, il se trouve là, dans cette fonction-là. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un état courant. Alors là, on va dire que c'est la première commande qu'on reçoit, donc l'état courant, il est vide, on va vraiment simplifier les choses. Donc elle prend une commande et un état courant, et elle va prendre une décision, et cette décision, elle va la matérialiser par une séquence d'événements. Ok? Un événement, c'est un fait, donc c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé, donc c'est immuable, on ne modifie pas le passé. Dans la vie, on n'a pas ce pouvoir de modifier le passé, c'est la même chose avec l'event sourcing, et c'est une règle qu'il faut essayer de garder le plus possible. Et c'est peut-être la seule règle où il faut être dogmatique. On parle d'événements métiers. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui a du sens pour votre métier. Si vous parlez avec vos business analysts ou avec le métier directement, si vous accédez directement à votre métier et que les événements ne leur parlent pas, il y a un problème. Et enfin, un événement, c'est une notification donc, que la décision a été prise. Un point qui a été mentionné par Loïc tout à l'heure, il n'y a pas forcément une relation 1-1 entre les commandes et les événements. Ce n'est pas une commande, un événement. Il y a des commandes qui ne produiront pas d'événements parce qu'elles seront invalides. Exemple, vous avez des systèmes de messaging qui bégayent, c'est-à-dire qui vous envoient plusieurs fois la même commande fonctionnelle. La deuxième, vous la discardez et il n'y a pas de problème. Et puis à l'inverse, vous avez aussi des commandes qui vont amener à prendre des décisions où il y aura plusieurs événements, parce que ce sont des événements d'un point de vue métier. Et donc peut-être qu'une décision, elle produit 2 événements métiers. Ces événements, une fois donc que cette décision est prise, on va stocker ces événements. Donc là, on reçoit la première commande, je vous le rappelle. Donc on n'a pas d'état courant, on prend une décision, on a des événements qu'on stocke dans un event store. Et ensuite, on va publier ces événements-là vers l'extérieur. Donc on va publier ces événements et il va y avoir des souscripteurs à ces événements qui vont pouvoir réagir en fonction de ce qui s'est produit. On parlera d'effet de bord pour ces réactions en fonction de nos événements. On parle d'effet de bord parce qu'en fait, nous, en tant que système qui écrit, donc qui traite les commandes, en tant que fonction de décision, on n'a pas la main sur ce qui se produit. On ne peut pas prédire ce qui se produit, ça ne dépend pas de nous. Un petit peu de terminologie aussi. Ici, en termes d'Event Store, on a donc tous les événements depuis le début de notre application. Et au sein de cet Event Store, en fait, on va avoir plusieurs flux d'événements. Un flux d'événements, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste tous les événements qui sont liés à un agrégat. Par exemple, si je traite un compte en banque, j'ai tous les événements liés à mon compte en banque. Et ça, c'est une distinction extrêmement importante à faire parce que quand on parle d'event sourcing, généralement, on pense tous les événements depuis le début de mon appli. Donc si j'ai 60 000 comptes en banque, si je prends tous les événements et je dis tous les événements à chaque fois, ça va poser problème. En fait, si on travaille déjà sur des agrégats et donc sur un élément métier cohérent et relativement petit, on a un ensemble d'événements, un flux d'événements qui est plus limité. Également, donc, votre Event Store il doit vous permettre donc, de persister les événements de manière fiable et idéalement immuable, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir modifier la séquence, on doit juste rajouter des événements à la fin. Et il ne faut pas perdre d'événements. Vous voyez bien que le pattern repose sur la fiabilité du système. On doit être capable de relire les événements dans l'ordre de persistance. Et puis, il faut aussi garantir, alors là, ça peut être l'Event Store ou le système de publication, garantir que tout ce qui a été stocké est publié. Sinon, vous désynchronisez les systèmes et là, c'est la rouille. Donc ça, c'est le cas facile, c'est quand il n'y a pas d'historique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai déjà des commandes qui ont été reçues sur mon compte en banque, par exemple, que j'ai pris des décisions et que je reçois une nouvelle commande sur ce compte en banque, il va falloir que je remonte mon état, que je réhydrate l'état de mon agrégat. Et donc ça va se faire par une deuxième fonction qui s'appelle la fonction d'évolution, qui est pour le coup une fonction bête et méchante. Donc on disait tout à l'heure, la fonction de décision, c'est là où se situe le métier. La fonction d'évolution, elle n'a aucune règle de gestion, elle n'a aucun métier dedans. C'est une fonction qui est juste là en fait, pour faire de la mutation d'état. Donc en fait, on va projeter la séquence d'événements qu'on a pour remonter l'état courant. Si on essaye d'expliquer la fonction d'évolution de manière fonctionnelle, en fait, elle prend l'état courant, un événement, et elle produit un nouvel état. Elle est très simple, et c'est vraiment juste de la mutation d'état.
Et c'est très important, on va revenir là-dessus. Donc on va appliquer en fait cette fonction à tous les événements qu'on avait déjà. Et à ce moment-là, on a remonté l'état courant, on a projeté l'état courant, et on est capable de prendre une nouvelle décision. Et on rentre dans la boucle qu'on a vue précédemment. Ça, c'est pour l'event sourcing. CQRS maintenant. Donc CQRS pour Command Query Responsibility Segregation. Donc si on reprend en fait ce qu'on vient de voir à l'instant avec l'event sourcing, parce qu'on en a vu un petit bout, en fait, on a notre utilisateur qui va nous envoyer son intention, donc à travers des commandes, qu'on va traiter, et nos décisions elles vont être matérialisées comme par une séquence d'événements qu'on va stocker. Ok, très bien. Maintenant, notre utilisateur, il ne va pas faire que nous envoyer des commandes. Il y a un moment donné, il va vouloir, par exemple, dans le cas du compte en banque, observer son solde. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Si on est un peu naïf, on va se dire, ok, je vais faire des projections pour, de la même manière qu'on a projeté l'état courant. On va se dire, ok, moi, chaque fois que je vais lire l'état de mon compte en banque, je reconstruis tout, je lis tous les événements et je reconstruis l'état. On ne va pas rentrer dans le détail de est-ce que c'est bien ou pas bien. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que les choix qu'on a faits d'un point de vue écriture, donc en termes de cohérence, pour comment est-ce qu'on écrit les choses, comment est-ce qu'on persiste l'intention de l'utilisateur et les décisions qu'on prend, et en fait, ça impacte la manière dont on va lire l'état de l'application. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on croise très très souvent dans notre écosystème. En termes d'écriture, on a des contraintes qui sont généralement d'avoir de la forte cohérence, d'avoir des transactions, de normaliser. On veut s'assurer que les données soient propres. Par contre, en lecture, on veut que ça avance. On s'en fout de revérifier la cohérence, on peut dénormaliser, on n'a pas les mêmes contraintes. Et généralement, on a un ratio de lecture qui est beaucoup plus important que celui des écritures. Du coup, l'objectif de ce pattern, c'est juste de dire, ok, on va séparer les commandes, c'est-à-dire ce qui modifie l'état de notre système, ce qu'on vient de voir, des requêtes, c'est-à-dire ce qui observe l'état de notre système. Alors CQRS, vous pouvez l'utiliser, j'insiste là-dessus, vous pouvez l'utiliser sans faire d'event sourcing. La partie event sourcing, c'est comment je persiste l'état de mon application à travers une séquence d'événements. Vous pouvez faire du CQRS sans event sourcing et vous aurez déjà du gain à le faire. Pour preuve, CQRS, en fait, ça vient d'un pattern objet. Donc là, pour un petit peu la partie historique, ça vient d'un pattern objet qui s'appelle CQS, qui avait été introduit par Bertrand Meyer et qui disait, en fait, sur un objet, vos méthodes, soit elles modifient l'état de l'objet, soit elles requêtent l'état de l'objet. Il avait dit, une méthode, elle ne doit faire qu'une seule chose, soit modifier, soit requêter. CQRS, ça va être la même chose, sauf qu'en fait, vous voulez avoir deux systèmes indépendants en termes de cycle de vie. C'est-à-dire qu'idéalement, pour tirer profit de ces systèmes-là, vous voulez que votre système de lecture il soit indépendant de votre système d'écriture. Si vous voulez avoir en lecture une recherche full text, vous n'allez pas forcément mettre le même système que sur la partie écriture où vous voulez avoir de la normalisation ou des données relationnelles ou ce genre de choses. Donc l'objectif, c'est d'avoir deux systèmes qui vivent indépendamment, qui se déploient indépendamment et qui vont vous apporter un petit peu de souplesse. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez aussi avoir votre nœud de lecture et votre nœud d'écriture qui sont en fait la même machine, la même base, et quand même faire du CQRS, mais vous tirerez un peu moins de choses de ça. Pourquoi faire du CQRS? Premier point, ça vous permet de vous concentrer sur le métier. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, CQRS, vous allez avoir des commandes, et les commandes, elles traduisent l'intention utilisateur. C'est un impératif, c'est vraiment l'intention de l'utilisateur, par exemple, ouvrir un compte. Par opposition à ce qu'on fait généralement quand on part sur un modèle CRUD. Un modèle CRUD, on part sur un modèle statique, et puis généralement, on fait les quatre verbes au-dessus, donc créer, mettre à jour, supprimer, et puis lire. Et on n'a aucune intention utilisateur là-dedans. Donc c'est un peu embêtant. Ce que je disais à l'instant, donc les contraintes d'écriture, elles n'impactent plus les contraintes de lecture, donc vous pouvez utiliser la base que vous voulez de chaque côté. Mettre 15 instances en lecture si vous avez besoin de 15 instances pour tenir la charge. Vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment souple. Un point extrêmement important sur CQRS, c'est que ça va vous permettre de gérer efficacement les domaines hautement collaboratifs. Alors qu'est-ce que j'entends par domaine hautement collaboratif? C'est des domaines métiers en fait, où vous allez devoir gérer une cohérence forte, alors que vous avez beaucoup de concurrence. Un exemple tout simple, vous êtes un système de billetterie, vous vendez des billets pour des concerts, et puis un vendredi matin à 10h, en fait, vous ouvrez les réservations pour un tout petit événement, c'est le concert d'U2 à Wembley. Vous devez assurer une certaine cohérence, hein, vous n'avez pas un quota illimité de billets, mais par contre, vous avez beaucoup de gens qui vont essayer de réserver, qui vont appuyer sur F5 en parallèle. Comment vous faites dans ces cas-là? Vous allez voir que CQRS va vous aider à gérer ça efficacement. En termes de robustesse aussi, c'est intéressant parce que
du coup, quand je touche à la manière dont j'observe mes données, je ne touche pas à mon métier. Donc on est beaucoup plus serein pour modifier ça. Donc si on récapitule ce qu'on a vu, en fait, ce qu'on a commencé à voir tout à l'heure avec l'event sourcing, en fait, c'est la partie d'écriture du CQRS. Donc les concepts de commande, d'événements, c'est les mêmes que ce que j'ai présenté tout à l'heure, et ça, c'est lié à l'event sourcing, enfin, c'est lié au CQRS. Donc vous pouvez faire toute la partie je traite des commandes, je prends mes décisions sous la forme d'une liste d'événements, sans forcément persister une séquence d'événements dans votre base. C'est possible, et vous tirez déjà bénéfice de ça. Les événements, c'est bien sûr un excellent moyen de synchroniser deux systèmes, donc on s'en sert ici. Et en fait, la vue de lecture, elle va être matérialisée par des projections. Alors une projection, en fait, ça va être la forme la plus adéquate pour que l'utilisateur lise ses données. Ça veut dire que l'objectif, c'est que quand l'utilisateur lit ses données ici, il n'a aucune modification à faire. Contrairement à un système classique où vous faites une requête et puis vous refaites des transformations. Là, l'utilisateur, il lit et c'est brut. Pour que ça soit performant, il faut qu'il ait juste à faire de la lecture. Ces projections, on peut les sauvegarder en mémoire pour des questions de performance et pas les reconstruire à chaque fois qu'on a une requête. Par contre, gardez en tête que ces projections, elles sont volatiles. Donc la source de vérité, la golden source, elle est là. Ces projections-là, elles sont volatiles et vous devez pouvoir les tracher à n'importe quel moment. Vous les trachez, vous les remontez dans une forme différente, avec une autre base pour que ça soit plus performant. C'est vraiment au choix. Et puis, vous pouvez avoir plusieurs projections pour une vue d'écriture. Donc, je peux projeter mes données de plusieurs manières différentes, idéalement pour plusieurs cas d'utilisation, pour que chacun soit les plus performants possible. À l'inverse, je peux avoir aussi une projection qui agrège plusieurs modèles d'écriture. Donc, typiquement, là, pour des données un peu de monitoring ou avoir une vue globale de l'application, vous pouvez projeter plusieurs choses. Voilà pour le rappel des deux patterns. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici? Ok. Je prends juste un peu d'eau et on attaque les pièges. Alors, premier piège. Utiliser les frameworks pour faire de l'event sourcing et CQRS. Alors, c'est un point qui racle un petit peu. J'ai un peu des retours là-dessus. Pourquoi je trouve que ce n'est pas utile d'utiliser les frameworks pour faire de l'event sourcing et CQRS? L'event sourcing et CQRS, conceptuellement, ce n'est pas compliqué. Là, j'ai pris 20-30 minutes pour creuser à fond, mais l'event sourcing, même avec l'histoire du compte en banque, je l'explique à ma grand-mère. Donc la complexité, elle n'est pas là. La complexité de l'event sourcing et de CQRS, ça va être dans l'implémentation, dans tous les compromis que vous allez devoir faire par rapport à votre besoin métier et par rapport à vos besoins techniques aussi liés à votre contexte. Pour moi, un framework, c'est un peu un côté magique. C'est-à-dire que vous mettez 3 annotations, poum, vous avez un système qui est monté, tout marche, c'est bien. Tout marche, mais vous ne savez pas comment ça marche. Et en fait, la difficulté de l'event sourcing et de CQRS, c'est que vous allez faire plein de compromis, et il est nécessaire en fait que vos compromis, vous sachiez pourquoi vous les faites à un instant T, quand est-ce qu'ils sont plus valides, et surtout que lorsqu'ils seront plus valides, vous puissiez en sortir. Je prends un exemple, alors je tape sur Spring parce que c'est facile, mais ça marche aussi pour Hibernate. Vous mettez Spring ou vous mettez Hibernate, vous n'en sortez pas, quoi. Vous l'avez jusqu'à la fin de votre appli. Donc l'idée, en fait, c'est d'être conscient des compromis qu'on fait, d'être capable d'en sortir, et je ne vous dis pas non plus de tout réinventer et de tout refaire à la main. Donc vous pouvez utiliser des librairies pour faire une chose et la faire très bien, mais faites attention d'utiliser des librairies qui ne vous cachent pas les compromis qui sont faits et qui vous permettent d'en sortir. C'est ça qui est important. Deuxième piège, alors là aussi, j'en ai pas du tout la paternité, c'est Jérémy Chassin qui a pointé ça, c'est le fait de persister des commandes plutôt que persister des événements. Pourquoi c'est un problème? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a persisté notre séquence d'événements, on va pouvoir reprendre cette séquence et la projeter, donc soit pour prendre une nouvelle décision, soit pour calculer un nouvel indicateur. Et si je stocke mes événements, en fait, quand je fais du rejeu, la seule chose que j'ai à appliquer, c'est la fonction d'évolution. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction d'évolution, elle est bête et méchante, pas de métier. Elle fait juste appliquer une mutation d'état. Je prends un exemple. Admettons, on est l'année dernière, donc on est en 2017, c'est la vie courante de notre application. Toujours notre exemple de compte en banque, on va dire ici que c'est un livret A. Je reçois ces commandes-là. Donc on me demande de débiter mon compte en banque, on me demande de créditer mon compte en banque, et puis à un moment donné, je vais recevoir une commande qui va me payer les intérêts. Donc en 2017, mon taux, il est à 0,75%. Donc j'applique cette règle de gestion-là, donc une petite règle de calcul, et on me file 3,51 € d'intérêt.
Et puis en 2018, je veux recalculer un nouvel indicateur sur ces données historiques. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais rejouer simplement ma fonction d'évolution. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 2018, en fait, le taux du livret A, il a baissé, il est passé à 0,50%. Et du coup, cette modification de règle de gestion, elle n'a juste aucun impact sur mon rejeu. Ce qui s'est passé, c'est passé. J'applique ma fonction d'évolution. Tout va bien, j'ai bien les mêmes résultats. Et donc, je calcule mon indicateur à partir de ces données, tout va bien. Maintenant, si je persiste mes commandes, donc une séquence de commandes plutôt qu'une séquence d'événements, il va falloir que je rejoue ma fonction de décision. Et donc, pour rejouer ma fonction de décision, si je suis en 2018 avec un nouvel indicateur, pour le débit et le crédit, je passe entre les gouttes. Par contre, pour le paiement des intérêts, je modifie mon historique et je modifie mon événement. C'est pas bon, on ne peut pas modifier le passé. Et là, en fait, on vient de perdre toute capacité d'audit, toute capacité de debug. On a perdu une grosse partie de l'intérêt de l'event sourcing. Pire que ça, si je rejoue ma fonction de décision, je vais republier des événements. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les gens font sur mes événements. Ou au moins une partie, je ne sais pas ce qu'ils font. Et je ne suis pas sûr que mes partenaires ils soient idempotents. C'est-à-dire qu'ils soient capables de gérer 2 fois le même événement métier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'idée ici, c'est pourquoi je vous parle de ça. Alors, en fait, je vous parle de ça pour 2 raisons. La première, c'est que dans la littérature sur l'event sourcing, et notamment l'article de Martin Fowler, qui est très bien, Martin Fowler, il parle de ça, mais il ne met pas de warning là-dessus. Donc, il va même jusqu'à proposer des contournements pour ça. Par exemple, pour les règles de gestion, il dit c'est simple, vous mettez des if-else en fonction de la date, et puis vos règles de gestion s'appliqueront bien. Donc, si je suis avant 2017, j'applique 0,75%. Si je suis après, j'applique 0,50%. C'est pas top ça en termes de maintenabilité. Et puis là, pour la publication, il dit vous mettez des gateways partout, et puis c'est les gateways qui dédoublonnent. Ça, c'est de la complexité inutile. Donc, ne faites pas cette erreur-là si vous n'en avez pas besoin. Le deuxième point, c'est pourquoi les gens vont faire l'erreur de persister les commandes. Et ça a été dit par Loïc tout à l'heure. En fait, persister les commandes, ça a un intérêt quand même, en plus de vouloir persister les événements. En fait, dans les commandes, vous avez l'intention pure de l'utilisateur. C'est vraiment l'intention de l'utilisateur, sans rien. Quand vous persistez des événements, les événements, c'est le résultat d'une décision que vous avez prise. Et votre décision, elle va perdre, à minima, une partie de l'intention utilisateur. Et donc, ça peut être intéressant de garder un log dans un fichier ou dans quel que soit le système, des commandes qui sont arrivées pour garder l'intention de l'utilisateur, mais vous ne devez pas vous appuyer là-dessus pour faire votre système d'event sourcing. Troisième piège, alors là, en fait, vous sortez de la première conf que vous avez vue sur l'event sourcing CQRS, c'est trop cool, vous êtes fan. Vous arrivez le lundi matin au boulot et vous en mettez partout. Partout. Nous, on fait de l'event sourcing partout. On ne regarde pas, event sourcing, c'est le truc par défaut. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas des recettes miracles et ce n'est pas forcément facile. Il y a plein de difficultés. La courbe d'apprentissage, elle n'est pas évidente. Alors là, conceptuellement, c'est assez facile. Par contre, après, techniquement, c'est costaud. Et puis, ça a des impacts sur votre système. Si vous l'appliquez un peu partout, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver avec des événements dans tous les sens et qui n'auront pas forcément un sens métier. Vous allez faire face à des soucis de performance parce que vous allez très vite vous retrouver à devoir charger et lire beaucoup d'événements. Et puis surtout, l'event sourcing, CQRS, vous prenez votre problème métier et vous le découpez en plein de petits morceaux. Et donc du coup, pour trouver la cause d'un bug ou la cause d'un problème, c'est beaucoup plus difficile par défaut. Et encore, ça, c'est si vous ne mettez pas un système distribué avec. Donc si en plus vous mettez un système distribué, ça devient compliqué. Donc la question que vous devez avoir maintenant, c'est OK, il ne faut pas l'appliquer partout, il faut l'appliquer sur une partie bien précise de notre système d'information, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée de la partie sur laquelle on l'applique? Ça tombe bien, c'est le piège suivant. Le piège suivant, en fait, et pour moi, c'est vraiment ce que je constate le plus sur ces patterns-là, c'est de considérer que l'event sourcing et CQRS, c'est un truc de techos. C'est un truc qui concerne que les développeurs, que les architectes, et qu'en fait, votre métier, il s'en fout, quoi. Au contraire, à mon sens, ce qui vraiment vous permet de tirer profit de l'event sourcing et CQRS, qui ont un certain coût, c'est d'aborder ça d'un point de vue métier. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre la peine de véritablement comprendre le métier et de le modéliser autrement. Alors, il y a plein de manières de le faire pour ça. On n'est pas obligé de sortir la grosse artillerie tout de suite. Moi, une manière que j'aime beaucoup,
c'est le domaine Driven Design. Donc le domaine Driven Design, je vais vraiment dresser un rapide aperçu pour vous amener vers le point que je veux exposer. C'est à la fois une boîte à outils, donc à plein de niveaux, donc il y a plein de choses dans la boîte à outils, on n'est pas obligé de tout utiliser, et c'est surtout une appétence constante pour le métier. Donc en fait, le DDD, on va essayer de modéliser et de gérer le métier de manière efficace dans des systèmes qui sont larges et complexes. Donc si vous avez déjà un système qui fait un CRUD, et qui fait que ça, et qui n'a pas plus d'intelligence, ne mettez pas en place du DDD, ça ne sert à rien. S'il y a un CRUD, en fait, ça veut dire que le métier, il est ailleurs. Le métier, il est soit c'est vos utilisateurs qui le font toujours à la main, soit c'est d'autres systèmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le DDD? En fait, on va vouloir casser les barrières qu'il y a entre le langage du métier et nous, le langage qu'on utilise en tant que développeur. On veut parler le même langage que le métier. On veut avoir vraiment un langage commun, on parle d'ubiquitous language. Et en fait, on va essayer de construire ce langage commun et d'avoir un modèle conceptuel de notre métier. Donc, quand je dis modèle, ce n'est pas forcément un modèle technique tout de suite. C'est conceptuellement, on est d'accord qu'un compte en banque, c'est tel concept et que ça fonctionne comme ça, d'un point de vue métier. Et ce modèle du domaine et cet ubiquitous language, en fait, on va les retrouver partout, dans les discussions qu'on a avec le métier, dans le code, qui est la vérité ultime, dans les graphes, dans la documentation, dans tout ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qu'on construit avec le métier, donc ensemble, et qui évolue à travers le temps. Ça, c'est ce qu'on cherche à construire. Pour le construire, dans la boîte à outils, on a plein de choses. Alors, c'est peut-être là où vous connaissez un peu plus le DDD, c'est des patterns tactiques. Donc, comment modéliser ça? Par exemple, une entité. Une entité, c'est quelque chose qui est défini par une identité arbitraire et qui évolue dans le temps. Donc, par exemple, le compte en banque, il est identifié par un IBAN, et quelles que soient les caractéristiques du compte en banque dans le temps, il sera toujours identifié par cet IBAN. Et il vit dans le temps. Nous, en tant qu'humains, on est identifié par un numéro de sécurité sociale, et qu'on grandisse, qu'on prenne un peu de ventre avec les années ou quoi, on reste toujours identifié par cette identité arbitraire. On a aussi des value objects, qui, eux, sont identifiés par ce qu'ils sont, c'est-à-dire par leurs attributs. L'exemple très très courant qui est donné, c'est 2 billets de 5 €. Je vous donne un billet de 5 €, vous me rendez un billet de 5 €, c'est pareil, c'est équivalent. 2 montants de 10 €, c'est la même chose. Par contre, ces value objects et ces entités, il faut faire attention, elles sont contextuelles. Si on est dans le contexte on va dire de personnes lambda comme vous et moi, c'est effectivement des value objects, les billets, parce que ça a la même valeur. Si par contre on est dans le contexte de la Banque de France, la Banque de France, pour elle, les billets, c'est des entités, parce qu'ils ont un numéro de série et qu'ils sont suivis. Donc il faut faire attention au contexte. Et puis, ces entités, ces value objects, on va les regrouper dans des ensembles cohérents. Donc c'est là qu'intervient la notion d'agrégat. En fait, la notion d'agrégat que je vous ai mentionnée tout à l'heure, c'est juste un ensemble cohérent de concepts qui doivent évoluer ensemble. Et là encore, le compte en banque, c'est un excellent exemple, parce qu'en fait, votre compte en banque, il est constitué d'un IBAN et de listes d'opérations qui peuvent être débit, crédit, mais vous ne pouvez jamais aller modifier vos listes d'opérations directement. Ça ne serait pas cohérent sinon. Donc vous avez vraiment des invariants métiers, des règles de gestion qui s'appliquent sur un ensemble d'objets. Et l'agrégat est là pour assurer la cohérence de cet objet. Et donc du coup, on ne pourra modifier cet objet qu'en tapant sur cet agrégat, ce qu'on appelle la racine de l'agrégat. Typiquement, le compte en banque, vous ne pouvez faire que des actions sur votre compte en banque. Exemple, je demande un débit. Et c'est votre compte en banque, cet agrégat, qui va s'assurer que vous avez l'argent nécessaire pour pouvoir faire ce débit et qui va le faire s'il y a besoin ou pas. Ça, c'est un peu l'aperçu du DDD. Et en fait, le problème, c'est que généralement, si on n'a qu'un seul modèle et qui gère tous les cas de la Terre, on a un modèle qui devient très vite très très gros et qui devient très vite pas efficace. Parce que, par exemple, si je vous demande de gérer un système bancaire, selon que vous soyez la Banque de France ou selon que vous soyez un système de banque de détail, vous n'avez pas les mêmes notions. Donc en fait, on va aller un peu plus loin avec le DDD. Alors là, ça ne rend pas trop bien, il faut voir des frontières là. L'idée, en fait, c'est qu'on va contextualiser. Donc en fait, on va découper notre domaine métier qui est très large en sous-domaines. Donc par exemple, un sous-domaine qui va être lié au prêt à la consommation, un autre sous-domaine qui va être lié au core banking system, donc là vraiment la banque de détail, et peut-être un autre système qui va être lié à la gestion d'identité. Et en fait, chaque système va avoir un modèle du domaine et un ubiquitous language. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, j'ai des concepts qui se retrouvent dans plusieurs sous-domaines et qui n'ont pas la même signification. Autre exemple qui est extrêmement courant, extrêmement donné, c'est l'exemple d'une adresse. Le concept d'adresse dans un système de CRM. Dans un CRM, vous avez
Un concept d'adresse très simple, ça va être peut-être juste la ville du prospect que vous allez chercher. Si vous êtes Amazon, que vous faites de la livraison, là, votre concept d'adresse, il va être différent. Vous allez avoir l'adresse complète. Est-ce qu'il y a un interphone? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison? Est-ce qu'il y a des escaliers? Et en fait, vous allez vraiment modéliser les choses de manière très optimale pour le cas d'utilisation que vous voulez traiter. Et en termes d'organisation, derrière ces sous-domaines, on va avoir ce qu'on appelle les bandits de contexte. Donc, on va créer une frontière autour de ça. Et généralement, il y a une équipe et il y a une organisation d'entreprise derrière ces contextes-là. Et donc, du coup, ces contextes-là, quand ils vont échanger, quand ils vont discuter, il va forcément y avoir de la politique et des rapports de force qui vont entrer en conséquence. Et ça, vous le voyez tous les jours dans vos entreprises. Vous êtes dans votre équipe et vous devez faire avec d'autres équipes dans votre organisation. Et ça ne se passe pas toujours très bien. Et c'est là où le DDD apporte un plus vraiment dans la boîte à outils. C'est cette context map qu'on dessine, donc ces contextes et les types de relations. C'est-à-dire, alors les types de relations, rapidement, vous pouvez être, soit il n'y a pas de relation, et là c'est le monde idéal, soit vous avez une relation équilibrée, c'est-à-dire que vous êtes deux équipes qui travaillent ensemble et vous travaillez ensemble de manière intelligente, soit vous avez une relation de pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes avec une équipe, vous avez besoin d'eux, eux n'ont pas besoin de vous. Donc là, il y a un jeu de pouvoir. Et en fait, ce qui est intéressant au-delà de cette context map, c'est que c'est à ce niveau-là, au niveau de vos sous-domaines et au niveau de vos contextes, que vous allez être capable de dire si vous avez besoin d'event sourcing ou pas. Les questions que vous allez vous poser, ça va être quoi? Ça va être, est-ce que je vais faire cet investissement en temps et en complexité technique? On verra pourquoi dans les détails. Est-ce que c'est quelque chose qui est cœur pour mon métier? Est-ce que c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport à mes partenaires? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que je peux trouver directement sur étagère et où un progiciel ferait très bien l'affaire? Ou est-ce que c'est quelque chose que tout le monde sait faire? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je pourrais avoir du budget ou pas? Typiquement, si vous montez votre boîte, vous aurez un contexte CRM probablement. Est-ce que vous avez besoin de vous prendre la tête à redévelopper un système de CRM ou un système de compta? Pas sûr. Voilà. Mais au moins, quel que soit le choix, c'est à ce niveau-là que vous pourrez faire un choix. Alors, comment arriver après à faire un petit peu basculer son entreprise sur ce type de système? C'est pas toujours évident parce que là, c'est quand même assez conceptuel et vous présentez ça demain dans votre entreprise, ça va être un peu compliqué. Ce qui marche pas mal pour embarquer le métier, en fait, c'est d'utiliser des ateliers de facilitation. Donc, je vous en présente un qui s'appelle l'Event Storming, qui pour le coup est très adapté à l'Event Sourcing et à CQRS, mais il y en a plein d'autres. Si vous faites du Story Mapping, si vous faites du Feature Mapping, de l'Impact Mapping, enfin, il y en a plein. Le management visuel, c'est vraiment pas mal pour arriver à embarquer le métier. Donc l'Event Storming, en fait, c'est un atelier où l'objectif, c'est de mettre les gens de la technique et les gens du métier ensemble dans une même salle pour établir ce langage commun, donc cet ubiquitous language, et pour découvrir les processus. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des événements métiers. Donc on met tout le monde dans une salle, pas de chaise, surtout pas, un espace illimité, et on donne des post-it à tout le monde. Et on va, première étape, demander aux gens de raconter une histoire. En fait, on va leur demander de donner ces événements métiers dont on parle, d'intérêt, pour expliquer le métier, pour expliquer le processus. Et surtout, on va leur demander de le mettre dans un ordre chronologique. Donc, on va vraiment leur demander de raconter une histoire. Donc, on place des événements métiers comme ça. Et à cette étape-là, déjà, on est capable de se dire qu'est-ce qui est important pour nous dans notre processus. Donc là, on est vraiment à un niveau big picture. Comment ça se passe, le métier, dans mon entreprise, par exemple chez France Télécom, à tout hasard. Et en fait, là, on va être capable d'identifier ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire quels sont les endroits où vraiment se trouve le cœur de notre métier, ou des problématiques techniques ou vraiment les choses qui sont à gérer. Et ensuite, pour chacun de ces hotspots, on va creuser un peu les choses. On va se poser la question, qu'est-ce qui déclenche mes événements? Donc il y a plein de possibilités. Il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, donc un client qui lance une commande. On peut avoir un système externe. On peut aussi avoir un événement de fréquence. Donc là, on est plus sur un événement qui revient régulièrement, à chaque fin de mois, 2 fois par mois, ce genre de choses. Et à ce niveau-là de détail, on peut même avoir un événement qui déclenche un autre événement. Donc là, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose à aller creuser ici, mais on va aller le creuser que si c'est d'intérêt. Donc en termes d'exemple, on l'a vu tout à l'heure, ouvrir un compte en banque. Et par exemple, une fin de mois qui déclenche un débit de compte en banque, si on creuse, on va peut-être se rendre compte qu'à chaque fin de mois, on va avoir une règle qui va déclencher le paiement des intérêts, donc le paiement des intérêts pour chaque compte en banque va amener à un débit. Voilà. Si on continue, on peut identifier, donc regrouper nos événements et nos commandes donc, par agrégat, ici un compte en banque, et puis, in fine,
récupérer donc nos contextes et nos bandits de contexte. Donc cet atelier-là, il est intéressant pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le côté visuel. Ça va rendre beaucoup plus facile les interactions du type « mais tu dis n'importe quoi », c'est pas du tout comme ça que ça se passe comme ça. C'est plus naturel que de vouloir tout mettre à l'écrit dans un truc absolument parfait. Et en fait, l'écrit, c'est juste interprétable tout le temps. Donc là, au moins, vous déclenchez des réactions. Ça s'applique tant à un domaine global, donc j'arrive dans une mission, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans l'entreprise, je ne connais pas du tout le métier, j'essaie d'avoir une big picture, au-delà de mon équipe, et c'est aussi applicable à des niveaux plus fins, donc pour aller chercher des détails de processus. Et quand vous l'appliquez à ce niveau plus fin, ce qui est sympa, c'est que vous avez des éléments concrets de votre implémentation. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Les commandes, les agrégats, c'est les mêmes concepts. Et vous voyez qu'on a cassé la traduction qu'il pouvait y avoir avec le langage du métier. On parle tous le même langage et ça se retrouve directement dans le code, on peut l'utiliser tel quel. L'objectif aussi, et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se concentrer sur le comportement. On se concentre sur le comportement de ce qui se passe dans le métier, des applications, sur les événements, et pas sur la structure. Donc on ne cherche pas à construire un modèle dans un premier temps, on cherche juste à comprendre comment le modèle évolue. Les points négatifs, c'est que l'atelier peut être chaotique au début, parce que vous allez faire sortir les divergences. Alors peut-être entre Paul et Pierre, qui sont deux responsables métiers, vous allez montrer qu'ils n'ont pas la même vue et qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Généralement, quand les gens sont mis face au fait accompli, ça peut failliter un peu. Vous allez avoir aussi des participants, qui vont vous sortir des cas à la marge dont tout le monde se fout. Là, il va falloir un facilitateur qui est capable de laisser diverger un peu les idées et de faire converger à un moment donné. Donc gardez en tête en fait, que l'objectif, c'est d'avoir les conversations, c'est d'avoir les idées, c'est d'avoir ce langage commun, et que les éléments du modèle qui viennent, ça vient que dans un deuxième temps. Ce n'est pas vraiment ce que vous cherchez au début dans ces ateliers-là. Et gardez aussi en tête que la réponse de est-ce que l'event sourcing et le CQRS est utile, elle vient aussi du métier. Alors votre métier n'a pas forcément la connaissance de ces patterns-là, ça va être à vous, développeurs, architectes, facilitateurs, de reconnaître que leurs besoins pourraient tirer bénéfice de l'event sourcing, mais c'est aussi à vous de leur exprimer, de leur expliciter le coût que ça a d'implémenter ces patterns. Alors, on va revenir un petit peu plus maintenant dans les détails purement techniques. Alors, celui-là, il est lié au CQRS. Et pareil, c'est un piège monstrueux et on tombe tous dedans. C'est de ne pas avoir conscience de l'importance de la cohérence à terme. Donc, de l'eventual consistency et de ne pas l'embrasser complètement. Si on reprend le schéma qu'on a vu tout à l'heure, donc notre vue d'écriture, notre vue de lecture, système distribué ou non, mais en tout cas, la partie de lecture est séparée de la partie d'écriture. Donc on a à minima 2 nœuds. Qu'est-ce qui se passe si on veut assurer une cohérence forte? C'est-à-dire assurer qu'à chaque instant, mes nœuds de lecture voient ce qui se passe, voient la même chose que mes nœuds d'écriture. Ça veut dire qu'il faut que je place une transaction qui soit autour de tout ça. Ok, cool. Donc là, je suis sûr d'avoir une cohérence forte, mais en termes de performance et en termes de disponibilité, ça va être un petit peu pourri. La performance globale, en fait, ça sera la performance de mon nœud le plus lent. Et puis, qu'est-ce qui se passe si ma vue de lecture ne répond pas surtout, parce que là, ce dont on parle, en fait, derrière, c'est le théorème CAP dans les systèmes distribués. Surtout, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que si à chaque fois que je fais une lecture, je suis prêt à attendre que tout ce qui soit fait en écriture soit fait, en fait, ça veut peut-être dire que vous n'avez juste pas besoin de CQRS. Faites un bon vieux monolithe et puis ça marchera tout aussi bien, vous vous embêterez pas. Donc en gros, ça, pour moi, si vous faites du CQRS et que vous avez cette situation-là, c'est un peu... ça ne matche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour assurer de la cohérence? En fait, on va réduire le scope de la transaction. Et en fait, ce qui va être transactionnel, transactionnel, ça va être le traitement de la commande jusqu'à la publication des événements. Et ce qui se fera au-delà, ça se mettra à jour à terme. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui se produit sur la vue d'écriture, alors à un moment donné, ma vue de lecture, elle aura la même connaissance que ma vue d'écriture. OK? Donc la synchronisation, elle se fait à terme. On garde toujours une synchronisation, une transaction autour de cette partie-là. C'est-à-dire on a toujours une event loop, c'est-à-dire un seul thread qui gère ça, pour un type d'agrégat donné. C'était la question qu'on avait tout à l'heure. Et tout ce qui est stocké est publié. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Maintenant, ça c'est bien, techniquement, mais d'un point de vue utilisateur. D'un point de vue utilisateur, on veut toujours assurer une forme de cohérence forte.
On veut toujours que l'utilisateur il voit des données à jour et puis qu'il puisse faire ses modifs sans aucun problème. Donc tant qu'on n'est pas sur un débit important de commandes, bah, ça va marcher. En fait, notre objectif, nous, en tant que développeurs, c'est que la fréquence de rafraîchissement des vues de lecture elle soit plus rapide que la fréquence à laquelle arrivent les nouvelles commandes. Donc dans la majorité des systèmes, c'est le cas. Donc vous n'avez pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur nos domaines hautement collaboratifs dont on parlait tout à l'heure? Typiquement, le concert du tout, on ouvre à 10h du matin, bah là, il y a vraiment un risque que mes vues de lecture ne soient pas à jour et que, par exemple, bah, j'ai un utilisateur qui réserve des places et qu'en fait, au moment où je les traite, il n'y a plus de place disponible. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Bah, en fait, on va avoir des données qui vont être périmées. Donc, on parle de stale data. Et c'est des problèmes de cohérence en fait, qui existent aujourd'hui dans nos systèmes, mais généralement ces problèmes-là, on les gère dans des niveaux très très bas, dans des couches très techniques, typiquement au niveau des contraintes d'unicité d'une base de données. Vous avez des fois des erreurs un peu pourries comme ça qui sautent dans le code, vous dire tiens, j'ai eu 2 choses identiques qui sont arrivées, je ne comprends pas, bon, erreur technique. Donc un problème de cohérence. Ok. Avec CQRS, en fait, ici, c'est explicite. C'est-à-dire que l'architecture vous oblige à gérer ce compromis-là. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez devoir le gérer. Et généralement, la réponse qu'on donne, nous, en tant que développeurs, en tant que barbu, c'est « OK, réponse technique ». Donc, on part dans les stratégies de réessai, les détections de conflits, plein de trucs super, super cool. Techniquement, c'est génial, on s'éclate. Vous avez de quoi y passer plusieurs mois. Sauf que bah, c'est pas toujours la bonne solution, et surtout, la cohérence à terme, quand on prend un peu de recul, dans la vie de tous les jours, elle est partout. Le monde fonctionne ainsi, en fait. Le moment où un fait se produit et le moment où les gens en sont conscients, il y a toujours de la latence. Si, je ne sais pas, il se passe quelque chose à New York, physiquement, de toute façon, vous ne pouvez pas le savoir instantanément. Vous aurez toujours de la latence pour l'apprendre. Et en fait, on regarde toujours les événements dans le passé. On a toujours un petit peu de latence et on est toujours dans ce mode-là de cohérence à terme. Et donc ça, ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que la cohérence à terme, elle concerne aussi votre métier. Et donc, en fait, si vous allez voir votre métier pour lui parler de ces problématiques-là, vous allez vous rendre compte qu'ils ont généralement des réponses à vous apporter. Et généralement, la réponse qu'ils vous apportent, elle va vous simplifier la vie en termes de technique, c'est incroyable. Je vous donne 2 exemples. Typiquement, dans les systèmes d'avion ou de train, vous avez du surbooking. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vendez plus de places qu'il y en a dans l'avion ou dans le train, c'est pas grave, on se dit, il y a du no-show. Et puis, par exemple, pour les avions, bah, s'il y a plus de monde qui se présente le jour J à l'embarquement, bah, les derniers qui arrivent, ils se font dégager, ils prennent l'avion d'après. Et ce n'est pas un problème d'un point de vue métier. Pour les systèmes de billetterie, par exemple, si vous allez sur Eventbrite, quand vous sélectionnez des places, ça marche aussi sur plein d'autres systèmes, quand vous sélectionnez des places, hop, vos places elles sont mises de côté pour un certain temps. Alors Eventbrite, je crois que c'est 45 minutes. Vous faites ce que vous voulez pendant ces 45 minutes. Si au bout des 45 minutes, vous avez tout payé, c'est bon. Vous avez vos places, quoi qu'il arrive, puisqu'elles sont réservées. Si vous n'avez pas payé, elles sont remises à disposition. Et là, vous avez une réponse métier qui vous facilite la vie. Également, des fois, la réponse métier, c'est de vous dire, OK, si le mec réserve des places qui sont plus disponibles, bah, c'est pas grave, on lui remboursera et on le contactera en faisant un geste commercial. Et la résolution manuelle, bah, des fois, c'est acceptable d'un point de vue métier, et les boîtes fonctionnent comme ça. Donc, vous embêtez pas à faire une stratégie de réessai si, en fait, la résolution manuelle, elle marche. Ça marche aussi en termes d'interface, c'est-à-dire que vous pouvez adapter, avoir une interface qui se met à jour de manière dynamique, hein, en arrière-plan. Et puis, aussi, oui, quand vous allez voir votre métier, attention à la sémantique. C'est-à-dire que quand on parle de données périmées, généralement, d'un point de vue métier, c'est compris comme des données contradictoires, incohérentes, données corrompues et ce genre de choses. Il faut vraiment expliquer, en fait, c'est juste qu'on n'a pas la dernière vue des données. Donc ça, très, très, très important. Autre piège, alors là, plus lié aux événements en tant que tels, c'est penser qu'en fait, les événements, on va les écrire une fois, on va travailler, on va faire de la modélisation au début de projet, et puis tout va se comporter sans problème. En fait, vos événements, ils ont donc un certain nombre d'attributs qui les permettent de les décrire, et ces attributs, ils vont changer au cours du temps, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez traiter de nouveaux cas d'utilisation. Vous allez rajouter des fonctionnalités à votre application. Donc, vous allez rajouter des attributs ou en modifier. Et puis surtout, votre connaissance du métier elle va évoluer. Vous avez beau passer 6 mois à réfléchir, bah, vous apprenez des choses au fur et à mesure en codant quand vous êtes sur le terrain. Vous apprenez des choses. C'est impossible de faire autrement. Et donc, du coup, vos événements ils vont évoluer et ces contrats ils vont évoluer. On va voir que ça a 3 impacts dans l'architecture qu'on vient de voir et c'est important de les traiter dès le début.
Je vais vous donner pour chaque impact des solutions possibles. Vous verrez que la solution globale, c'est une histoire de compromis et que ça dépendra beaucoup de où est-ce que vous êtes dans votre projet et quelles sont les contraintes. Premier impact, ça va être au niveau de la relecture de notre event store. Donc là, je ne parle vraiment pas de la publication, juste je relis ma séquence d'événements pour projeter cette séquence et être capable de prendre une nouvelle décision. Qu'est-ce qui se passe si je ne lève plus un événement? Par exemple, à un moment donné, je décide que je ne lève plus l'événement compte débité. Il faut quand même que je garde cet événement parce que je dois être capable de relire tous mes événements depuis le début de la vie de mon application. OK. Qu'est-ce qui se passe si je fais des corrections mineures? Alors, ce que j'appelle correction mineure, c'est j'ajoute un champ, je renomme un champ. Comment ça se passe? Parce que dans le passé, si j'ajoutais un champ, les premiers événements, ils n'avaient pas ce champ-là. Qu'est-ce que je fais? Donc là, en fait, un bon codec de sérialisation, donc type protocole buffers ou Avro, va vous faciliter la vie pour gérer du defaulting ou des alias. Vous dire, OK, si le champ n'est pas présent, je mets telle valeur par défaut. Ou pour du renommage, de dire, si je trouve tel champ, en fait, c'est la même chose que celui-là. Donc là, il y a des solutions techniques. Maintenant, on va un cran plus loin. Qu'est-ce qui se passe si je me mets à vouloir changer le type d'un champ? Par exemple, je m'aperçois que c'est plus une chaîne de caractères, mais que c'est un entier. Ou alors, je me dis que là où j'avais qu'un seul événement avant, j'en veux 2, ou que là où j'en avais 2, j'en veux qu'un. Là, c'est vraiment des modifications massives. Alors, vous avez la méthode un peu qu'on a vue tout à l'heure avec la fonction de décision, qui est de faire des if-else dans votre code. Donc, dire si je suis avant telle date, je lis l'événement de telle manière, si je suis après telle date, je lis l'événement de telle manière. Ça, c'est juste maintenable, c'est quick and dirty. Une solution qu'on rencontre, qui n'est pas sans inconvénient, mais qui est une solution, c'est de conserver uniquement la dernière version dans votre code et de ne pas toucher à votre event store. Et en fait, en sortie de votre event store, vous allez mettre des petites transformations en mémoire qui vont mapper toutes les anciennes versions vers la dernière. Donc vous voyez que c'est un compromis parce que vous avez quand même de la complexité en plus. Et donc, c'est vraiment selon le contexte. Est-ce que vous voulez absolument nettoyer vos événements parce que vous avez beaucoup trop de champs ou pas? Ça dépend de vous. Donc ça, c'était le premier impact. Et ça, c'est le premier impact qui est facile. C'est si on vivait juste avec notre système. Le problème, c'est que nos événements, on les publie vers l'extérieur. Et on les publie vers l'extérieur vers aussi des systèmes sur lesquels on n'a pas la main. Donc potentiellement vers d'autres équipes. Donc qu'est-ce qui se passe si je renomme ou j'ajoute un champ? Ça va dépendre de l'équipe avec laquelle vous travaillez. Si vous travaillez avec, si c'est vous-même qui gérez l'autre système, vous pouvez utiliser vos codecs de sérialisation, Protobuf, Avro, ça marche. Si vous travaillez avec une équipe avec qui vous n'entendez pas ou vous n'avez pas moyen de négocier, c'est plus compliqué. Et pour les corrections plus importantes, la solution qu'on avait, elle ne suffit plus. Vous ne pouvez pas dire je garde juste la dernière version et puis je publie la dernière version à tout le monde, parce que ça veut dire que dès lors que vous allez modifier votre contrat, il faut que tout le monde se mette à jour en même temps que vous. Donc ça veut dire déploiement Big Bang, tout le monde déploie en même temps que vous. Il n'y a plus d'intérêt à faire du CQRS. Donc là, ce que je vous conseille, si vous avez la possibilité de le faire, c'est de faire une gestion de contrat qui est customer friendly. C'est-à-dire que vous allez dans les modifications de contrat que vous allez faire quand vous publiez, vous allez essayer de faire des changements rétro-compatibles. Je vous donne un exemple. Si je veux changer le type d'un champ, donc je passe de chaîne de caractères à entier, je ne vais pas le modifier directement de manière brute. Je vais rajouter un deuxième champ qui a le nouveau type et j'alimente les deux. Je mets cette version-là en prod, je fais passer tous mes consommateurs sur la nouvelle version et une fois que tout le monde est passé, je peux supprimer mon ancien champ. OK ? Donc l'avantage, c'est que je garde cette souplesse de déployer tout le monde indépendamment aux besoins. L'inconvénient, c'est que c'est plus long d'atteindre mon état cible, et surtout, il faut du suivi. Et ces problématiques-là, on les trouve aussi à un niveau plus haut, donc entre des contextes, c'est-à-dire en fonction des équipes avec lesquelles vous travaillez, donc qu'elles soient dans votre entreprise ou des fois en dehors de votre entreprise, vous ne pouvez pas mettre en place les mêmes solutions. Donc les bonnes gestions de contrat et les codecs de sérialisation, ça va marcher si vous avez une relation vraiment équilibrée avec l'équipe avec laquelle vous travaillez. Si vous avez une relation de pouvoir, c'est-à-dire en votre défaveur généralement, là vous pourrez utiliser une autre partie des patterns du DDD, qui sont les patterns stratégiques, du type couche d'anticorruption. Donc si vous n'avez pas moyen de modifier, de travailler avec l'équipe qui vous envoie des choses, vous allez mettre une petite couche d'anticorruption à l'entrée de votre système qui va transformer le format tout pourri que vous avez en entrée
vers un format propre pour vous. Et vous ne polluez pas tous vos contrats avec ce qui vous est envoyé. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est il y a plein de solutions, et il n'y a pas une solution, je ne vous dirai pas il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, mais soyez conscient de ce problème-là au début de votre système, parce que c'est un truc qui est extrêmement difficile à mettre en place une fois que vous avez plusieurs dizaines, centaines, millions d'événements. Et c'est tellement un sujet important que vous avez Greg Young qui est en train d'écrire un bouquin là-dessus. Greg Young, c'est... alors je ne vais pas dire que c'est le papa de l'event sourcing, parce que l'event sourcing, ça a 50 ans, mais c'est vraiment la personne qui a relancé l'event sourcing il y a une dizaine d'années, et il est en train d'écrire un bouquin là-dessus qui sera disponible, je pense que ça doit être sur LeanPub. Voilà, il est en train d'écrire un bouquin là-dessus, c'est vraiment relativement compliqué techniquement, donc pensez-y assez tôt. 7e piège, là c'est quand on est dans un système distribué. Donc quand vous allez utiliser des systèmes de messaging donc pour envoyer vos commandes ou pour envoyer vos événements. En fait, quand vous faites un système de messaging, vous avez 4 problématiques, 4 challenges qui débarquent. Alors en fait, les challenges que vous avez, quoi qu'il arrive, c'est perte de messages. Donc typiquement, voilà, l'infra elle se casse la figure, vous avez des messages perdus. Vous pouvez vous dire pour des commandes, ça peut passer. Pour des événements, c'est embêtant, puisqu'on avait dit qu'il ne fallait rien perdre. Vous allez avoir des messages dupliqués. Donc typiquement, des systèmes, voilà, le système tombe, il remonte, il renvoie le même événement. Comment on traite 2 événements métiers identiques? C'est une vraie question, typiquement, hein, sur un débit. Qu'est-ce qui se passe si je reçois 2 fois un débit 20 €? Bah, si je débite 2 fois l'utilisateur, il ne va pas être très content. Vous aurez des problématiques d'ordre des messages aussi. S'assurer que les messages arrivent dans le bon ordre. Et ça, c'est extrêmement important pour les événements. Et puis également des messages non traités. Donc un système qui vous dit « Ok, j'ai bien traité cet événement » et en fait, il ne l'a pas traité. Alors en fait, ça, c'est des problématiques qui vont généralement être solutionnées par les choix technologiques que vous allez faire. Donc c'est plutôt une question de conscience. Vous allez rarement, dans la majorité des cas, vous allez rarement redévelopper ça vous-même. Typiquement, pour les messages perdus, vous allez vous appuyer sur des stratégies de type delivered at least once ou delivered exactly once. Donc vous allez avoir des topologies comme ça qui vont être proposées par des systèmes de messaging, mais ça a un coût. C'est-à-dire que si vous faites de l'exactly once, vous aurez moins de performance que si vous faites du at least once. Mais si vous faites du at least once, il faut assurer que vos systèmes soient idempotents. C'est toujours un compromis. Si vous voulez le faire à la main, bah, c'est un système d'accusé de réception avec un numéro de séquence pour détecter d'éventuelles pertes et faire le renvoi. Pour la duplication de messages, pareil, il y a des technologies, des brokers qui vous l'assurent. Ça a un coût. Si vous dédoublonnez, ça a un coût, forcément, en termes de perf, mais c'est peut-être acceptable. Pour l'ordre des messages, pareil, ça peut être assuré. Si vous voulez le gérer vous-même, bah, vous vous basez sur le numéro de séquence. Et puis pour les messages non traités, ça va dépendre si vous avez des queues ou des topics qui sont immuables. Si le topic peut être modifié par un autre client, bah, ça va être problématique. Donc, en fait, en fonction des choix technologiques que vous faites, vous allez apporter plusieurs réponses, voire toutes les réponses à ces problématiques-là, mais soyez conscient de ça. Et en fait, votre système d'event sourcing, il peut être super bien développé dans votre code. Si vous faites une implémentation sans être conscient de ces problèmes-là, bah, au bout de quelques mois en prod, un jour, le métier va venir vous voir en disant bah, on a perdu, il y a un trou dans la raquette, et vous ne saurez pas d'où il vient. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on assure au début où on choisit nos morceaux technologiques. Avant-dernier piège, c'est être lié à une technologie, ad vitam aeternam. Et ça, c'est le cas, en fait, il y a 2 aspects dans ce piège-là. Le premier aspect, en fait, c'est d'identifier, en fait, et ça s'identifie généralement assez vite, c'est d'identifier qu'en fait, l'event store, c'est la pièce technologique maîtresse du système. En fait, faire un event store en mémoire, c'est pas très compliqué, hein, c'est une map, on sauvegarde des ID, des événements, ça marche très bien. Mais dès qu'on veut quelque chose qui est persistant et où on perd aucun événement, là, on sent qu'il y a besoin d'un élément technologique important. Sauf qu'il faut pas lier votre système à votre broker ou à votre messaging. Faut pas forcément démarrer, par exemple, vous faites de l'event store, vous voulez démarrer lundi matin, commencez pas par démarrer un Kafka, quoi. C'est compliqué. Commencez par faire un event store en mémoire, travaillez sur votre métier, avancez sur votre métier, creusez un peu le métier, validez votre modèle,
Et puis, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez faire un choix technologique qui sera peut-être une base relationnelle dans un premier temps. Et puis, quand vous aurez 1 ou 2 ans de vie et que là, vous commencerez à avoir vraiment du succès, bah vous pourrez peut-être prendre un système un petit peu plus robuste. Mais ne liez pas votre implémentation à la technologie et laissez-vous le temps d'apprendre aussi d'un point de vue métier. Et c'est aussi vrai, en fait, cette histoire de ne pas être lié à la technologie, c'est aussi vrai au niveau des projections. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les projections elles sont volatiles. Si aujourd'hui j'ai une projection, par exemple, qui se base sur un Redis, parce que c'est très performant, demain je dois pouvoir la tracher et remonter ça sur un Elasticsearch parce que j'ai un nouveau besoin qui est de faire de la recherche full texte. Et ça ne doit pas être un problème de faire ça. Si c'est un problème, ça veut dire que vous êtes lié à une technologie et vous ne devez pas être lié à une technologie. Voilà. Donc, attention à ça, gardez toujours cette liberté. Donc il y a des manières de faire. Hein. Je parlerai pas d'archi hexagonal aujourd'hui, par exemple, mais voilà, séparez votre métier de votre technique. Juste sur l'Event Store et la publication, il y a aujourd'hui Kafka qui est au top de la hype sur ce sujet-là, qui permet de faire des choses extrêmement puissantes à ce niveau-là, avec des topics immuables, avec voilà, plein de choses. Mais gardez en tête que Kafka, aussi cool que ça soit aujourd'hui, un jour, ça sera has-been. Et il faudra le changer. Donc ne vous liez pas, même à Kafka, même si c'est très très cool. Dernier piège, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure aussi, c'est le manque de process manager, de saga, et le manque de connaissances sur ces concepts-là. Alors je vais revenir un petit peu sur ces concepts-là, parce que c'est pas forcément évident à comprendre ce que c'est. Et c'est assez flou, et en plus on trouve des termes qui se recoupent. En fait, un process manager, il va vous permettre de coordonner et de router des messages entre plusieurs agrégats. C'est-à-dire qu'un agrégat, on le sent, un compte en banque, c'est un tout petit élément cohérent d'un point de vue métier. Donc on a découpé notre gros problème métier en plein de petits éléments pour pouvoir être plus efficace et réduire le scope de la transaction. Par contre, il y a toujours des processus métiers plus globaux qu'on veut traiter et qui sont traités par plusieurs agrégats. Donc en fait, un process manager, c'est lié à un processus métier. Et un processus métier, ça se représente naturellement, généralement, par une machine à état. Je vous donne un exemple. Donc là, alors, super, avec le gris, on voit pas les événements. Ça, c'est un process métier qui est issu d'une appli dans laquelle j'ai bossé dans la finance. En fait, ça représente en fait une demande de prix dans le domaine des matières premières. Donc par exemple, je suis un client, je demande à une banque quel est le prix de 10 000 tonnes d'acier ou d'aluminium dans 3 mois. Et donc le processus métier dit que, alors ici on a l'événement demande de prix reçu, ok. Et sur cet événement demande de prix reçu, on sait quand on a reçu cet événement, on sait qu'on est dans un état de demande de prix en cours. Et là où le process manager il va coordonner et router les messages, c'est qu'il va dire quand je reçois tel événement, ça me permet de savoir que je suis dans une demande de prix, et donc du coup en réaction, je vais envoyer une commande à un agrégat qui est capable de traiter cette demande de prix. Donc vraiment, le process manager, il va dire, OK, je reçois un événement, je change mon état interne, je renvoie une commande. Il va permettre en fait de coordonner plusieurs agrégats, de faire travailler plusieurs agrégats entre eux. Et il n'a aucune logique métier, lui. Il fait juste router les messages. OK. Le gain de ces process managers, alors là, ça continue. Hein. Là, il faut imaginer qu'on a donc un agrégat A qui envoie une demande de prix. Donc j'ai un événement got requested. Je change mon état et j'envoie une commande vers un agrégat B. Mon agrégat B, il me renvoie une réponse. Je change mon état, je passe en réception de prix en cours et je renvoie une nouvelle commande à mon autre agrégat. Donc je coordonne les agrégats. Et l'avantage d'un process manager, c'est ça, c'est que ça découple les agrégats. Quand vous commencez votre implémentation au début, généralement, si vous avez plusieurs agrégats, ils vont se connaître les uns les autres. Donc si vous avez un agrégat qui gère un compte en banque et puis un agrégat qui gère... je ne sais pas, le paiement des intérêts, quand l'un va écouter les événements de l'autre. Mais le fait de les coupler, au bout d'un moment, si vous avez beaucoup d'agrégats, c'est pas top. Et puis surtout, avoir plein d'agrégats, c'est cool, c'est plein de petits éléments, plein d'indirections, mais la vue globale de votre métier, vous ne l'avez pas. La vue globale de votre processus, vous ne l'avez plus. Et en termes de monitoring, c'est compliqué pour savoir où en sont les choses. Donc les gains du process manager, c'est ça, c'est découpler les agrégats et surtout avoir une vue global de ce qui se passe. Parce que ça, c'est compréhensible par le métier. Et donc, si vous avez un process manager, vous êtes capable d'exposer ça et le métier est capable de savoir pour chaque processus métier où il en est, quels sont les éléments et le métier. Là encore, plus de traduction. Ce qui est compliqué avec un process manager, c'est que son état, il doit être persisté. Donc, son état, c'est ça. Hein, c'est je suis en train de demander une demande de prix.
Et surtout, il doit être relativement résilient. C'est-à-dire que si je change mon état interne, mais que je n'envoie pas ma commande à l'autre agrégat, bah, je vais désynchroniser des agrégats. Donc je vais avoir des décisions qui vont être soit incohérentes, soit même je vais avoir des processus qui ne terminent jamais. Donc en fait, ça devient un élément technique aussi important que l'event store et le système de publication. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que ce n'est pas obligatoire d'ajouter cette complexité au début d'un projet, mais qu'au bout d'un moment, quand vous avez beaucoup d'agrégats et que vous avez du mal à voir comment se produit votre métier, ça peut être intéressant d'introduire ce genre de choses. Ces process managers, en fait, on les trouve aussi sous d'autres noms. On les trouve aussi sous le nom de coordinating workflow et on les trouve aussi sous le nom de saga. Alors c'est un peu lié, hein, tout ça. Moi, qu'est-ce que je mets derrière une saga? En fait, une saga, pour moi, c'est un process manager particulier. Un peu comme tout à l'heure, si on a plusieurs agrégats et qu'on veut assurer une cohérence globale, si on pose une transaction distribuée, bah, on défonce les perfs et on défonce la disponibilité. Donc il y a des processus qui vont prendre assez peu de temps. Hein. Si vous faites, je ne sais pas, un achat rapide sur Amazon, en 2 minutes c'est plié. Mais vous avez par exemple dans la finance ou dans la banque, vous avez des processus qui durent plusieurs jours, plusieurs mois, et ce n'est pas un problème. Donc là, si vous voulez assurer une transaction là-dessus, bah, vous ne pouvez pas faire une transaction qui dure plusieurs mois, ce n'est pas possible. Donc en fait, la saga, l'idée, ça va être de dégager cette transaction distribuée globale et en fait d'avoir plusieurs petites transactions compensatoires qui vont pouvoir assurer la cohérence globale du système. Exemple, toujours sur la finance. Là, je suis un peu plus loin dans le processus métier. Donc, mon utilisateur, il m'a demandé des prix, il a reçu des prix, il est content. Il me dit, OK, je veux acheter les 10 000 tonnes d'aluminium dans 3 mois. Quand je reçois cet événement, ici, mon process manager, il va passer dans un état réservation de crédit en cours. Donc en fait, dans la banque, quand vous êtes un client, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi, vous ne pouvez pas acheter ad vitam aeternam tout l'aluminium que vous voulez. Donc vous avez des limites qui sont posées par jour, par mois, voilà, il y a plusieurs choses. Donc en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est dire quand on reçoit une demande d'achat, on va envoyer une commande vers un autre système qui va réserver le montant qu'on veut acheter. Et puis, une fois que c'est réservé, on va faire la demande d'achat réelle. Et en fonction de la réponse, donc soit la réponse est refusée, soit l'achat est accepté ici, soit l'achat est refusé, parce que le marché peut avoir bougé, et bien en fonction de ça, je vais prendre une action compensatoire. Donc si on me refuse l'achat, je vais dire « Ok, ben en fait, la ligne, je ne l'ai pas consommée, annule-la ». Et par contre, si j'ai bien pu acheter, je vais dire « Ok, je te confirme, vas-y, commit, j'ai bien consommé cette ligne-là ». Et en fait, c'est naturel, ce système compensatoire, c'est ce qui se passe aussi pour notre compte en banque. Si votre banque s'est gourée et qu'elle vous a débité des frais de dossier, allez, vous a débité 50 € de frais de dossier comme ça cadeau, vous appelez votre banquier, vous gueulez un bon coup, il ne va pas aller modifier la liste d'opérations. Il va avoir une transaction compensatoire qui va remettre une ligne qui va faire OK, plus 50 €. Voilà, donc ça c'est aussi à un moment donné, avoir cette connaissance-là, ça peut aider à gérer certains points. Il y a un 10e piège en fait, dont je n'ai pas parlé, qui est derrière ça. C'est qu'en fait tout ce que je vous ai raconté, bah, finalement dans votre contexte, c'est peut-être faux. Et c'est possiblement faux. Et c'est un piège que j'ai beaucoup fait au début où je me suis intéressé à l'event sourcing. En fait, c'était de défendre un peu une manière pure de faire de l'event sourcing. Mais vous croisez des gens qui vous disent « Ok, c'est toujours comme ça. Il ne faut jamais faire ci ou il ne faut jamais faire ça. » Ça dépend. En fait, ce qu'on observe autour de l'event sourcing, c'est qu'on a des présentations qui sont généralement beaucoup plus simples que la réalité. C'est-à-dire qu'on vous présente OK, le compte en banque, c'est cool, l'event sourcing. Et puis vous, quand vous arrivez sur votre projet, vous dites « J'avais pas vu tout ça. » En fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est de conserver un esprit critique. C'est-à-dire, c'est pas de se dire est-ce que je suis capable de faire comme ce que dit la bonne parole. C'est de se dire ok, je peux faire des compromis et les compromis sont acceptables. Par contre, je sais pourquoi je les fais, je sais quand est-ce qu'ils seront invalides et je suis toujours capable d'en sortir. Et donc en fait, si vous devez retenir quelque chose de ces 9 pièges, c'est pas retenir les 9 pièges et dire il a dit faut pas faire ci ou faut pas faire ça. Dites-vous plutôt c'est quoi les caractéristiques derrière et qui me permettent de faire un bon compromis. Je vous donne un exemple. Dans les questions qu'on a très souvent dans l'event sourcing, c'est est-ce que la vue d'écriture elle peut se baser sur la vue de lecture pour prendre une décision?
La manière pure de répondre à ça va être de vous dire jamais. Jamais. La vue d'écriture, elle n'a pas besoin d'une projection de lecture autre que l'état courant pour prendre une décision. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Tout est question de compromis, et ça, c'est la vie réelle, et il faut en être conscient. Il y a peut-être juste une exception à ça, c'est d'aller modifier un event store. J'aurais plutôt tendance à être pur là-dessus, parce que si vous perdez la capacité d'audit et de débuggabilité, c'est plus compliqué. Voilà pour la partie formelle. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ces points-là? On peut creuser un petit peu les points, débattre un peu s'il y a des points qui vous conviennent pas. C'est bon? Ok. Sur le process manager, tu disais qu'il faut le persister. Son état. Ouais, persister son état. Ouais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire si jamais on rejoue les événements? Du coup, on peut retomber dans le même état qu'on était avant. Alors, bien sûr, il faut rejouer tous les événements et on n'a peut-être pas envie de faire ça, machin. Mais... Alors, en fait, l'état du process manager, en fait, ça correspond pas à l'état des différents agrégats qui synchronisent. Le rejeu des événements, c'est au niveau d'un agrégat. Et ce que lui contient, en fait, c'est la synchronisation entre différents agrégats. En fait, c'est une manière de gérer la cohérence à terme, en fait, entre plusieurs agrégats. Et en fait, si par exemple, tu as un agrégat, alors je sais pas, je vais prendre un exemple alors, un exemple très simple. Un exemple, tu as un agrégat, c'est un compte en banque, donc qui permet de faire débit-crédit, donc il lève des événements de type compte débité, compte crédité. Et tu vas peut-être avoir un autre agrégat qui va écouter ce type d'événement-là et puis qui va peut-être lever des alertes pour un système de monitoring si tu tombes par exemple en dessous d'un certain montant. La manière de faire sans process manager, c'est tu as le deuxième agrégat qui écoute les événements de type compte débité ou compte crédité et qui prend des actions. Si tu mets un process manager, qu'est-ce qui se passe si tu fais du rejeu? Tu peux faire du rejeu sur le premier agrégat, sur le deuxième agrégat, mais le rejeu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste la fonction d'évolution, donc c'est juste la modification d'état, et donc ça ne republie pas les événements. Et vu que ça ne republie pas les événements, ça ne redéclenche pas tout le process derrière. Et tu ne peux pas lui donner au process manager les événements déjà publiés et faire la fonction. Parce qu'en fait, ton process manager a une espèce de fonction d'évolution qui va le faire naviguer dans ta machine à état. Alors, notamment pour du testing, c'est une fonctionnalité que tu peux implémenter, effectivement, de te dire je suis capable de remonter un process manager à partir d'un historique, comme tu le ferais pour un agrégat. Typiquement, nous, on faisait ça en termes de test. On avait, en fait, au niveau des process managers, on avait nos process métiers, et donc nos tests fonctionnels, donc nos scénarios BDD, on les faisait à ce niveau-là. Et en fait, tu t'aperçois que quand tu es dans la première étape de ton scénario, c'est facile. Tu dis, étant donné j'ai rien, je fais une commande, j'ai ceci. Mais quand tu es tout au bout de ton process manager, tu as 70 étapes à faire au début et c'est juste pénible. En fait, ce qu'on disait, c'était juste tel historique, poum, tu mets le process manager à cet état-là et ensuite tu avances. Donc c'est possible de le faire. Après, c'est comment on gère la résilience. Ça, c'est un détail d'implème. Plus on veut être résilient, plus ça va être lourd. Et c'est là encore un compromis, quoi. Si on veut être résilient à 100%, ça coûte beaucoup. S'il y a d'autres questions, d'autres points de détail qui n'étaient pas clairs. Ouais. Pour le conseil de faire venir des fonctionnels, hormis la réunion avec des post-it, est-ce qu'il y a d'autres idées pour les impliquer? Parce qu'ils considèrent, pour mon cas, que c'est juste une affaire technique. Et je voudrais avoir des idées pour les inviter à se pencher là-dessus. Alors, ça, c'est tout un sujet, hein, l'appétence au métier. Alors, c'est même au-delà de l'event sourcing et du CQRS, c'est en général, plus on rapproche le métier et la technique, et plus ça marche bien. Après, il y a un historique de 20-30 ans derrière qui fait que c'est compliqué dans beaucoup de boîtes.
À mon sens, en fait, il faut savoir démarrer, faut pas voir trop grand quand on démarre. C'est des petites étapes. Alors, le DDD est une bonne approche pour ça. Alors, il y a plein de manières de faire, hein. Par exemple, vous pouvez essayer d'initier un glossaire métier, de ce que vous comprenez, vous, en termes de dev ou d'architecte. Et puis, au détour d'une conversation avec le métier au café, essayez de leur pousser le truc. Et s'ils regardent le truc, ils se disent « Ah, bah, c'est n'importe quoi », je vais dire « Ok, explique-moi ». En fait, c'est de l'humain, en fait. C'est arriver à casser les barrières qu'il y a avec eux et à un moment donné, à reconstruire de la confiance. Après, plus votre structure est grosse, plus l'organisation est grosse et plus c'est difficile. Quand vous avez 15 couches de billets, de proxy, product owner, enfin, quand il y a 15 personnes entre vous et le métier n'est juste pas accessible. Mais c'est par petites étapes, essayez déjà au sein de votre équipe de dev d'avoir cette culture-là, cette appétence par le métier, d'essayer de le comprendre, de le challenger. Et puis, généralement, en fait, quand on le fait à notre niveau et qu'on montre qu'on commence à s'intéresser à le métier et qu'on commence à comprendre, bah, les gens se disent « Ok ». Alors, c'est pas systématique, mais on arrive petit à petit à gagner la confiance des gens. Et aussi, ça demande un investissement. Si, par exemple, vous arrivez en finance et que vous ne prenez pas la peine d'apprendre un peu les bases de la finance, bah, ça va être compliqué d'aller parler avec votre métier. En fait, pour essayer de résumer un peu tout ça, si vous cherchez sur Internet, il y a une infographie qui a été publiée par Scott Millett il y a 1 an ou 2 qui s'appelle « The Anatomy of Domain-Driven Design », qui est disponible gratuitement sur Internet en PDF. Et en fait, il y a un schéma où il montre bien que l'ubiquitous language, en fait, c'est ça. Et tout de suite, une question de langage. Ça veut dire que nous, quand on est technicien, on ne va pas aller parler à notre métier en termes de « j'ai mon RabbitMQ qui est en vrac », ça ne leur parle pas. Et eux, quand ils vont venir vous parler du métier, il faut qu'ils arrivent à dégager tout leur jargon métier qui n'est pas utile pour vous. Et une fois qu'on arrive à avoir cette conversation-là, la suite, ça vient généralement un peu plus facilement. Mais c'est difficile. C'est difficile. Deuxième tour. Du coup, je prends chaque question parce que du coup, il te demandait plus pour convaincre les métiers. Moi, j'ai plus le souci pour convaincre les collègues, donc les autres développeurs. Ouais. Grosso modo, je suis un peu tout seul dans l'équipe à pousser machin, TDD, event sourcing, tout ce que je veux. Et ils sont assez imperméables à ça. Je pense que j'ai pas la bonne méthode. Donc, est-ce que tu as des techniques pour convaincre les autres développeurs autour de toi? Alors, il n'y a jamais de bonne méthode. Il faut toujours adapter. Déjà, il faut essayer d'identifier les personnes qui sont réfractaires, des personnes qui sont à convaincre, voire des personnes qui sont convaincues. C'est comme toute conduite de changement. Tu essayes d'abord d'embarquer avec toi les gens qui sont embarquables et puis les derniers, ils suivront ou pas. Une manière qui marche bien, c'est de poker. Même pour le métier, d'ailleurs. Si le métier est un peu réticent, bah, au lieu de vouloir repartir sur un truc de 6 mois, 1 an, où le projet il va coûter beaucoup, je leur dis donnez-moi 2 semaines, donnez-moi 1 mois, on prend tel scope, je vous fais une petite implème en mémoire et je vous montre, je vous montre les possibilités qu'il y a, et puis je reviens vers vous. Avec l'event sourcing, ça marche bien parce que généralement, en faisant un peu d'archi hexagonal, une implème en mémoire de l'event store, en 2 jours, sans connaître, on a quelque chose qui marche et on peut faire l'effet de je remonte dans le temps. Donc la machine a remonté le temps. Ça tombe bien, c'est le thème de Brestcamp cette année, mais ça marche très bien. Je prends par exemple, je vais prendre un exemple de Thomas Pierrin, donc tu dois connaître, je suppose, qui est un des personnes en France qui parle bien du sujet, qui a mis en place un système assez compliqué en termes d'event sourcing dans un système d'asset management, donc dans une boîte qui fait de la gestion d'actifs. Et en fait, au début, les mecs, ils étaient juste pas convaincus. Il a juste pris 1 semaine pour faire un POC, il a fait un POC, les mecs, ils ont dit « Ah ouais, ok, c'est pas mal, mais en fait, nous, ça se passe pas exactement comme ça. » Il a repris 1 semaine de POC. Au bout d'1 semaine de POC, en fait, il avait compris le métier du client, et le client était convaincu. En fait, à un moment donné, on a un peu une tendance des fois à vouloir arriver avec nos arguments, placer les arguments les uns après les autres. En fait, l'event sourcing, c'est bien, regarde l'auditabilité, la débuggabilité. Il y a un moment donné, en fait, il faut juste arrêter de parler 10 ans. Il faut juste prendre un petit scope, prouver. Et généralement, avoir un scope d'1 semaine, pouvoir poker. Alors des fois, il faut s'investir. Des fois, c'est aller faire le truc le midi avec tes collègues. Tu vas dire, les gars, prenez un sandwich, on fait un kata ensemble, je vous montre. Et puis après, si ça marche pas, mais au moins, tu as essayé, quoi. Des fois, un peu ramener sur la pratique, sur le code, c'est comme arriver à convaincre des fois les gens tu vois, sur le test, sur du TDD, bien tester, pourquoi le mock c'est pas bien ou quoi, ou je sais pas quoi. Ça, à un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut juste le montrer. Et une fois que tu l'as montré, et dans le contexte surtout. Ce qui est important, c'est sortir un peu de l'effet kata des fois. C'est-à-dire l'effet kata, c'était dans une bulle, tout va bien. Et puis les gens ils te disent, ouais, mais quand j'arrive dans mon contexte, ça marche plus.
Bah là, c'est pareil. Tu prends un POC, tu reprends limite des données. Si les gens disent « ouais, mais ça ne sera pas performant », tu dis « ok, vas-y, file-moi 150 Tera, là, on prend une journée, je les mets dans mon truc, et puis je te prouve que ça marche. » Et là, tu fais sauter toutes les barrières. Là, il y a une question devant. Merci pour ta présentation. Je voulais savoir si aussi une autre façon de migrer d'une architecture un peu crude vers de l'event sourcing et du CQRS, c'est peut-être pas tout simplement au début de stocker juste les événements, de rien en faire, mais de pouvoir déjà avoir une base d'événements qui se construit à mesure de la vie de l'application, et après de pouvoir faire de la plus-value dessus. Et clairement, ouais, clairement. Ça, c'est aussi une réalité. Alors, c'est comment je migre de l'existant sur un système event sourcing. Donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, j'avais présenté ça. Donc, effectivement, si tu stockes les événements, en fait, tu as ta source. Donc, c'est facile de l'utiliser après. Il y a aussi le cas où tu as un système, donc tu as ton système event sourcé ici, on ne voit vraiment pas les frontières. Donc là, j'ai mon système event sourcé, et puis je dois intégrer un autre système, qui est typiquement un système CRUD, et qui lui n'a pas d'événement. Comment je fais pour intégrer ça? En fait, la seule chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va juste générer un flux d'événements ici. Et par exemple, sur un système CRUD, il y a plein de manières de faire. Par exemple, alors, il y a plein de solutions possibles, ça dépend, mais la solution généralement la plus simple, enfin une des solutions les plus simples, c'est que sur tous les systèmes de gestion de base de données, vous avez un transaction log. Donc, vous avez un log de transaction qui est donc je crée insert, update ou delete. Donc là, on a vraiment juste une intention technique, on n'a pas l'intention métier. On va essayer à partir des données historiques, de régénérer les événements métiers qui sont d'intérêt. Donc après, il y a plein de problématiques parce que il y a une question de tout ce que j'ai généré ici, c'est pas persisté. Donc, qu'est-ce qui se passe si mes systèmes tombent? Donc, il y a plein de manières d'intégrer, mais c'est possible. Et à partir du moment où vous avez les événements, il y a la golden source, donc on peut faire tout ce qu'on veut. D'autres questions, d'autres points? Même pas une petite question sur les frameworks? C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Ok. Du coup, il nous reste 30 minutes. Je vous propose... alors, je vais juste remonter là. Je vous propose de regarder ce que ça peut donner en termes de code. Donc, ça, c'est un petit système de gestion de conférences, donc vraiment gestion de billets. Donc, typiquement, vous voyez, vous êtes à Brestcamp aujourd'hui. Donc, c'est un système qui va me permettre de créer des conférences, donc type Brestcamp, et puis de gérer des sièges disponibles et un quota de sièges disponibles. Alors, je vais juste peut-être repasser, si je peux, en pas dupliquer. Non. Ouais. Sinon, ça va être compliqué à suivre. Hop. Donc, en fait, ce système-là, ça va être compliqué. Je suis où? Je suis là. Hop. Je repasse juste en recopier. Ouais, non, ça ira, c'est pas grave. Ok. Donc, ce système-là, je l'ai développé en mode en mémoire. Donc, c'est-à-dire vraiment, je fais un système d'event sourcing, CQRS, avec une petite touche de DDD, et je le fais en mémoire. C'est-à-dire toutes mes implèmes sont en mémoire, c'est des maps, et ça tourne bien. Donc ici, je vais attaquer en fait la présentation par la partie test, parce que, comme le disait Loïc tout à l'heure, en fait, c'est très naturel de tester en se concentrant sur des événements et des commandes. Donc ici, je suis au niveau en fait d'une conférence. Donc j'ai un agrégat conférence qui gère tout ce qui est création, mise à jour, publication de conférences, et qui gère également la disponibilité des sièges. Donc le cas le plus simple, premier tour de boucle, je veux juste créer une conférence et donc j'ai aucun historique. Donc assez simplement, le given, j'en ai pas. Alors je vais peut-être, est-ce que je peux dézoomer un peu? Ça va être un peu... Ouais, je dézoome. Alors vous verrez que je ne savais pas au moment où je l'ai fait. Alors je vais juste sortir du presentation mode. Est-ce que ça reste lisible ou peut-être je zoome un peu? Je zoome un peu, du coup. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave, presentation mode, ça marchera mieux. Ok, donc à l'époque où j'ai fait le code, je ne savais pas, j'avais pris Mixit comme exemple, je suis désolé. J'aurais pu prendre Brestcamp, mais non. Du coup, voilà, j'ai pas d'historique. Du coup, je dis, ok, j'envoie une commande, donc create conférence, donc qui a un nom et un slug. Un slug, il faut le voir comme la petite partie qui se met dans l'URL et qui permet d'identifier la conférence. Et donc, je dis, quand je joue cette commande,
je m'attends à avoir un event stream donc, sur l'identifiant. Donc pour l'identifiant d'agrégat, j'ai une séquence d'événements qui va contenir tel événement, conference created. Ça s'exprime vraiment très simplement, très naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai, par exemple, la publication? Donc la publication, c'est j'ai déjà créé une conférence. Donc je dis, OK, mon historique, c'est j'ai une séquence avec déjà un événement conférence created. OK. Je dis, je traite une conférence de type, une commande de type, publish conférence, donc toujours un impératif, mon intention, et je vérifie qu'en sortie, mon event stream, il contient bien mon historique avec l'événement conférence published présent à la fin, donc qui a été appendé à la fin. OK. Donc le code, c'est du Scala. Je pense que ça reste relativement lisible pour les détails techniques. Alors le détail technique ici, cet opérateur-là, en fait, c'est une méthode qui permet de dire que j'ai l'historique plus cet élément à la fin qui est appendé. Donc ça, c'est très naturel en fait d'exprimer les tests. On parlait de testabilité tout à l'heure. Faire des tests fonctionnels en fait là-dessus, et si vous avez bien découpé vos éléments techniques, c'est facile. Je vais vous montrer deux choses aussi. Je vais vous montrer la tête des commandes. En fait, les commandes, c'est vraiment autodescriptif. Avec du Scala, ça devient vraiment très simple de le décrire. En fait, je décris ici un type, donc un trait, vous pouvez le voir comme une interface si vous venez du monde Java, qui est un trait conférence commande, donc qui va regrouper toutes les commandes liées à l'agrégat conférence. Et le fait qu'il soit marqué comme sealed, ça veut dire que toutes les définitions, toutes les implémentations doivent se trouver à cet endroit-là. Ça me permet d'assurer la complétion de mon type et de pouvoir derrière vérifier que je n'oublie pas de traiter certains éléments. Une case class, en fait, ça vous permet d'écrire un value object, c'est-à-dire que, par exemple, ma commande create conférence, quand je vais la comparer ou la traiter, ça va être via ses attributs. Elle n'a pas forcément un identifiant unique. Et donc là, j'ai toutes mes conférences. De manière semblable, je vais avoir tous mes événements liés à une conférence. De la même manière, j'ai conference event. OK ? Comment ça se passe maintenant si je veux, quand je traite, en fait, je vais vous montrer en fait comment j'ai implémenté, alors il y a plusieurs manières de faire, mais comment j'ai implémenté la fonction de décision et la fonction d'évolution. Donc ici, j'ai mon agrégat conférence. Donc on va se concentrer d'abord sur ces méthodes-là, ici. OK ? Donc sur le constructeur privé et sur ces méthodes-là. En fait, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que l'agrégat, il ne gère pas sa persistance lui-même. D'accord ? Donc lui, il va traiter des commandes, il va prendre des décisions qu'il va matérialiser par une séquence d'événements, mais ce n'est pas lui qui va aller dire « je persiste ces événements de telle ou telle manière ». On va le voir après, le command handler va gérer ça. Donc ici, en fait, par exemple, la fonction, la décision publish, alors on va prendre le constructeur, donc le constructeur, c'est vraiment la première conférence, elle va juste lever un événement de type conference created. C'est ça la prise de décision, en fait, tout simplement. Je dis « je lève un événement ». Je n'ai pas de condition, c'est la première que je reçois. Je lève. La publication, en fait, par exemple, ça va être une méthode que je vais appeler et qui va dire, OK, si mon état il n'est pas publié, et on va voir comment est recalculé l'état, je lève un événement de type conférence publish. Donc c'est des méthodes vraiment très très simples et finalement assez évidentes à traiter. Mon état, il va être décidé, il va être implémenté ici. Donc en fait, chaque agrégat va avoir un état courant qui va être une projection de décision. Donc en fait, c'est une terminologie qu'on trouve dans l'event sourcing. Decision projection, c'est en gros l'état courant. Et en fait, mon état courant, je le calcule toujours à partir d'un historique. OK ? Donc la première fois, quand je crée mon agrégat la toute première fois, mon historique, il est vide. OK ? Par contre, quand j'en ai plusieurs, mon historique, c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est un fold left. Donc j'ai un état initial et à chaque fois, j'applique ma fonction d'évolution. Ici, c'est exactement ce que ça fait. On retrouve le state, l'application d'événements. Juste, en fait, je fais monter la version de l'agrégat à chaque fois. Un agrégat a un numéro de version qui correspond, en fait, séquentiellement au nombre d'événements qu'il a traités. Bon, ça, c'est pas très important. On revient à notre... hop, si je fais pas n'importe quoi. Youhou. Ah oui, si, c'est ça, pardon. OK, on revient à notre état. Donc, j'ai calculé mon état depuis l'historique. La première fois, on le voit ici, mon historique, il est vide.
En fait, mon état courant, j'ai décidé de le séparer un petit peu dans mon implémentation. C'est-à-dire que j'en ai fait lui-même un value object. Donc en fait, un value object, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un objet qui est immutable. OK ? Donc ici, je dis, au tout début, mon état courant, il est vide. Et vous le voyez, hein, le nom de la conférence, le slug, et ce qui est publié, tout est vide. Et en fait, quand je vais recevoir un événement, donc là, on a bien... on retrouve notre fonction d'évolution. Hein. Je prends un événement en entrée et je recalcule un état courant. Hop, si je fais ça correctement. Hop, hop, hop. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire pour ma fonction d'évolution? En fait, ma fonction d'évolution, elle prend simplement... Donc ici, alors c'est une fonctionnalité de Scala qui est pratique, qui s'appelle le pattern matching. Vous pouvez le voir, si vous voulez, comme une suite de if-else qui permet de savoir de quel type d'événement on parle. Donc en fait, je vais dire, OK, si j'ai un événement de type conference created, en fait, je reprends juste cet objet-là, j'en crée une copie en mettant le nom et le nouveau slug. Et en fait, comme ça, je recrée un nouvel objet et ça devient mon état courant. Pour la publication, par exemple, je dis, sitôt que j'ai un événement conférence published, poum, bah, je crée juste un nouvel état et mon état, ça sera de mettre le booléen à true. Et vous voyez ici que dans tout ce que je fais comme modification, j'ai aucune règle de gestion. Je fais juste de la mutation d'état. Okay ? Et donc Scala est pratique pour ça parce que toutes ces méthodes, tout le pattern matching, toutes les méthodes toute la gestion d'immutabilité, elle est native là où avec Java, vous faites des calls, hashcode et des if-else et ça devient vite ingérable. Mais c'est faisable quand même, hein, vous n'arrêtez pas à ça. On fait de l'event sourcing, hein, soit dit en passant, on fait de l'event sourcing dans plein de langages. L'event sourcing, il y a une super hype de l'event sourcing en PHP. Je sais pas, le monde du PHP adore l'event sourcing et c'est très bien. C'est très bien, il a tiré profit de ça. J'ai oublié de le mentionner d'ailleurs, l'event sourcing CQRS, c'est agnostique de toute technologie. Vous pouvez en faire dans plein de technologies. Il y a un parallèle qui est intéressant d'ailleurs à faire avec React Redux. Il y a des points communs et il y a des grosses différences, mais c'est faisable dans plein de langages si vous estimez que c'est intéressant. Donc voilà un petit peu sur la manière dont c'est implémenté. Vous voyez que c'est pas... alors peut-être outre la syntaxe Scala qui est peut-être pas claire pour tout le monde, c'est pas extrêmement compliqué. Maintenant là on a vu que l'agrégat, donc on a une méthode qui correspond à notre commande. Elle prend une décision, elle raise des événements, donc elle lève des événements, mais pour l'instant, on n'en fait rien. Donc en fait, c'est la deuxième partie d'un système d'event sourcing, qui est la partie command handler. Donc ici, alors, je m'excuse, c'est un système que du coup, au bout d'un moment, j'ai abstrait. En gros, quand un command handler, en fait, il va avoir deux responsabilités. Il va récupérer la commande depuis... Alors, soit un appel direct si c'est un appel direct, soit un système de messaging si c'est un appel de messaging. Dans cette commande, il va avoir un identifiant. C'est-à-dire, par exemple, l'identifiant d'un compte en banque sur lequel la commande s'applique. Il va aller vérifier s'il peut trouver l'élément. Donc là, c'est générique. En gros, il a un repository. Il cherche, est-ce que je trouve ma conférence dans ce repository? S'il la trouve, il applique la fonction de décision. On le voit ici, hein, fonction de décision. Et ensuite, il sauvegarde l'état de l'agrégat. Il fait toujours ces deux choses-là. Je crée mon repository où je vais le chercher, je lui demande de décider, et ensuite, je sauvegarde sa partie de décision. Et donc, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir gérer tout ce qui va être assurer que ce qui est sauvegardé est bien persisté, que c'est bien transactionnel, mais ce n'est pas l'agrégat qui gère ces problématiques techniques de transaction et de persistance. Parce que c'est des problématiques techniques qui n'ont pas à voir avec le métier. On essaye de garder le métier le plus pur possible pour que ça soit facile à tester. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là Ouais. Oui. En fait, c'est juste en fait, alors je vais juste montrer le command handler spécifique de la conférence. En fait, c'est juste un truc que j'ai abstrait. Qu'en fait, quand je traite une commande de type conférence commande, donc déjà j'ai des command handlers que je peux réduire au type que je suis en train de traiter. Ça, c'est intéressant. Et en fait, quand je regarde la commande que j'ai, ça me permet de juste définir
ce que je veux faire, comment j'appelle ma fonction decide et de ne pas répéter à chaque fois je fais mon find et si je trouve, j'appelle, etc. Et du coup, j'avais besoin juste d'identifier quelle était la première commande en fait, parce que sur la première commande, tu ne vas pas lire dans un repository. Après, ces cas d'erreur ici, hop, je vais essayer de le refaire correctement. Voilà, en fait, c'est le cas où je ne trouve pas un agrégat alors que je suis déjà censé le trouver. C'est un gros cas d'erreur, quoi. Ça, c'est gros bug technique, donc voilà. J'ai pas de... Et vous remarquez ici, en fait, que mes commandes, elles ont un seul sens. J'ai pas de réponse. C'est du fire and forget. Et la récupération va se faire par les projections qui se font par la suite. Ça, c'est un point. Est-ce qu'il est possible que les commandes aient des réponses? Pareil, c'est une question où on peut être puriste et dire non, c'est fire and forget tout le temps. Si dans votre contexte, vous estimez que ça a de la valeur et que ça vous simplifie la vie, comme c'était le cas pour toi, Loïc, pourquoi pas? Mais en général, pas trop. Il y avait une question, oui. Non. Alors, l'exemple du site e-commerce est parfait parce que Amazon a ça pour son panier. Et l'event sourcing leur permet, d'un point de vue métier, d'avoir votre comportement et de savoir quand vous ajoutez des articles que vous les enlevez, etc. Alors que s'ils avaient un modèle courant, ils auraient juste le moment où on sauvegarde le panier. Pour la partie CQRS, alors en fait, il y a deux choses. La partie CQRS va apporter des réponses en termes de charge parce que ça va vous permettre de faire scaler le nombre d'instances qui permettent de faire de la lecture et donc du coup d'être plus performant sur du requêtage de projection. Par contre, et c'est une question qu'on a eue tout à l'heure aussi sur le slot précédent, pour assurer la cohérence, il faut que pour un agrégat donné, donc là quand je parle d'un agrégat, c'est par exemple un compte en banque, il y ait toujours une seule instance qui traite une commande à la fois. En fait, c'est une event loop. Vous avez une toute petite transaction, la transaction qu'on a vue tout à l'heure entre le traitement d'une commande et la publication des événements. C'est une transaction très courte, mais il y a toujours un seul thread qui doit traiter ça. Donc en fait, l'idée, c'est sur un système classique, votre transaction, généralement, elle est à un niveau plus haut. Elle va être, par exemple, sur un DAO ou sur un service technique, enfin un service métier, et vous allez bloquer toute une table, ou vous allez bloquer tout un ensemble de lignes. L'idée, en fait, de l'agrégat, c'est d'avoir des tout petits éléments métiers et de réduire, en fait, le scope de la transaction. Et du coup, vous pouvez complètement avoir, par exemple, traiter plusieurs comptes en banque en même temps. Donc, en fait, l'agrégat, c'est un élément que vous pouvez sharder. Donc, vous pouvez avoir plusieurs agrégats sur plusieurs nœuds. Par contre, un agrégat, il est toujours traité. Il traite toujours une commande à la fois. Il faut toujours avoir une seule commande. Dès lors que vous avez deux commandes en parallèle, ça ne marchera pas. Il faut conserver cet élément-là. Par contre, alors, dans les solutions techniques, on en parlait tout à l'heure, on peut faire du queuing, c'est-à-dire mettre une queue en entrée, avoir une event loop qui lit dans la queue la prochaine commande et qui la traite. Et ça, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, c'est diablement efficace. La solution qui est souvent très très efficace dans la majorité des problèmes pour avoir de la perf et des hauts débits, c'est d'avoir des event loops. Et typiquement, tous les systèmes type, alors on parlait de LMAX tout à l'heure, hein, donc LMAX, en fait, c'est une boîte je crois que c'est un éditeur logiciel en finance et il y a une grosse brute de Java qui s'appelle Martin Thompson qui bosse là-bas, et en fait, leur système qui brasse des millions de messages par seconde, ils ont des event loops. Et voilà. En fait, c'est plus facile d'assurer la cohérence comme ça qu'en ayant 15 threads qui peuvent attaquer la même donnée en même temps. C'est la contrainte, c'est une contrainte. Si c'est une contrainte qui ne convient pas à votre contexte, il faut peut-être trouver une autre solution. D'autres questions? Oui, pardon. Alors, en fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est des cas d'erreur. Ce n'est pas des cas d'erreur fonctionnels. Typiquement, dans le premier cas, c'est je traite une commande, donc normalement, mon agrégat doit déjà exister.
Fonctionnellement, c'est pas possible que dans mon usage, hein, dans conférence commande. Top, ouais, si, conférence commande. Hop là. Pas facile de coder avec la tête en arrière. Ok, bref. Pif, paf, pouf, ici c'est ça. Voilà, conférence commande. J'arrive. Ok. Handler, hop. Ici, voilà. Ici, fonctionnellement, il n'y a que la commande QA de conférence qui doit créer mon agrégat. Fonctionnellement, je ne peux pas publier une conférence qui n'a pas été créée. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas fonctionnellement un cas où l'utilisateur m'envoie publier une conférence qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a les erreurs fonctionnelles. Les erreurs fonctionnelles qui sont exprimables en termes d'événements métiers. Mais en fait, la décision lèvera des événements qui seront, par exemple, alors je prends un exemple, hein, sur le compte en banque. Je demande un débit, j'ai une commande débit account et j'ai juste pas le solde nécessaire. Et ben à ce moment-là, je vais avoir un événement métier qui va être débit rejected. Et fonctionnellement, je suis capable d'exprimer cette erreur. C'est les erreurs prévisibles. Donc là, effectivement, ça lève des événements. Et sur ce type d'événement, je peux faire un traitement particulier. Par contre, ici, c'est une erreur, à mon sens, en tout cas, c'est un choix d'implémentation qui est technique. C'est-à-dire, si je me retrouve dans un cas où j'ai réussi à recevoir une publication avant d'avoir une création de conférence, c'est qu'il y a quelque chose, il y a la grouille quelque part dans mon système. Et du coup, je ne vais pas essayer de recréer un état métier. Je jette direct. Je ne prends pas de décision, je jette. Et je préfère rejeter une commande et devoir voir avec un client pourquoi j'ai rejeté une commande alors que je ne devais pas, plutôt que de créer un état incohérent. Alors oui, je vais répéter les questions. Donc là, sur la fonction, donc je reviens dans l'agrégat conférence. La question ici, c'est si mon état n'est pas publié. Si mon état est en fait, il ne faut pas qu'il soit publié pour être publié. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ma conférence est déjà publiée et que je reçois une commande publie conférence? Bah juste, ça fait rien. Et fonctionnellement, c'est juste. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il n'y a pas une correspondance 1-1. Si l'utilisateur, par exemple, il a cliqué super vite sur le bouton et qu'il m'envoie 2 commandes publier conférence, je traite la première, je dis conférence publiée, puis la deuxième, pas grave. Mais là, tu vois, ça c'est un choix métier. C'est pas mon log d'erreur, il va vraiment contenir des erreurs techniques et je peux mettre de l'alerting et appeler la cavalerie là-dessus. Oui. Ouais. Alors je répète la question parce qu'elle n'a peut-être pas été... Donc effectivement, le point qui s'est soulevé, c'est qu'en fait, dès qu'on veut scaler en termes de nœuds, en termes d'avoir des choses distribuées, on tombe toujours un peu sur les mêmes problématiques de devoir assurer qu'un agrégat il est toujours traité sur un seul nœud à la fois. En fait, pour moi, alors pour avoir travaillé dans la finance et travaillé dans un monde où on parle d'avoir des temps de réaction autour de la milliseconde ou moins, les event loops permettent de traiter beaucoup de ces cas-là. Alors, oui, et là c'est un point plus technique sur le côté tu répliques tes données ou autre. Sur le traitement des agrégats, avoir une event loop, déjà avoir un seul entre guillemets, avoir un serveur maître qui traite, avoir une seule event loop qui traite des événements, ça te permet déjà d'aller très loin en termes de perf. Ça c'est un peu une fausse idée qu'un seul serveur ça peut pas permettre de traiter les choses efficacement. Ça permet vraiment d'envoyer du lourd. Après effectivement, si tu n'as qu'un serveur, les problèmes ça tombe. Mais là, c'est pas lié au modèle, je veux dire. Si tu dois répliquer tes données, c'est pas. En fait, même si tu répliques tes données, c'est-à-dire ça t'empêche pas d'avoir un nœud qui traite un agrégat à la fois.
C'est juste que par contre, c'est ton stockage en fait. C'est là où par exemple la choix de ton technologie va être importante en fait. Mais c'est pas dans la logique de traitement si tu veux. La partie command handler je traite une commande. Et là c'est par exemple j'ai mon système de messaging et comment mes event loops viennent lire ma commande. Ça c'est indépendant de comment je réplique mes données que j'ai stockées. Et donc pour moi la problématique par exemple de résilience de qu'est-ce qui se passe si mon serveur tombe? En fait, si tu as répliqué ta donnée, tu remonteras tes états courants sur la donnée que tu as sauvegardée. C'est deux problématiques un petit peu indépendantes. Après, pour en avoir discuté, notamment, j'ai par exemple discuté de ça avec Litchi, donc qui fait les cagnottes à Paris. Eux, ils ont ce type de problématique, mais parce qu'ils sont sur des volumes monstrueux. En termes d'événements, où on est au-delà du million, largement. Il y a toujours moyen de... Alors pour moi, le modèle ne permet... si tu as deux event loops qui traitent des commandes pour un même agrégat en même temps, pour moi, c'est juste impossible d'arriver à avoir un truc cohérent. Ça ne marchera pas. Allô, ouais. Du coup, tu as toujours le problème du split brain où en gros, si à un moment ton client il voit un nœud mais le reste du système ne le voit pas, en gros, il va peut-être partir du principe que finalement le nœud n'existe pas et en gros il va router les agrégats pour le reste du monde sur un autre nœud, puis ils vont se retrouver deux à écrire et personne ne le saura. Enfin voilà, en gros, il y a toutes ces problématiques qui rentrent vraiment en compte, quoi. En fait, tout à l'heure j'ai évoqué le théorème CAP. En fait, le split brain, il est acquis en fait. Tu l'auras tout le temps, ce problème-là, quel que soit le système. Donc oui, tu l'as toujours en fait, après. C'est juste que il y a plein de cas où en fait finalement on se pose pas la question parce que c'est la base de données qui le gère pour nous, puis on dit bon c'est bon, ça marche et puis on s'en occupe pas. Mais là du coup ça revient en fait à gérer toutes ces problématiques là finalement nous-mêmes dans nos applications, quoi. Juste pour router l'agrégat au bon endroit, quoi. Pour moi, je sais pas si tu as forcément toujours cette problématique-là. Après, c'est les problématiques en termes de réplication de données, de sharding. Pour moi, si tu veux une résilience, il y avait un article de Martin Thompson là-dessus avec un graphe. C'est qu'effectivement, si tu veux une résilience à 100% et que tu veux être sûr dans tous les cas de jamais perdre de données, tu auras à traiter ces problématiques-là. Oui. De toute façon, oui, je vais pas te dire qu'il n'y a pas à traiter ces cas-là. Après, c'est toujours le niveau d'exigence par rapport à ce qui se passe dans le cadre d'une chute. Je te prends un exemple. Dans la banque dans laquelle j'ai travaillé, on avait des transactions qui étaient assez courtes. C'est-à-dire que la demande de prix là, que je vous ai présentée tout à l'heure, entre le moment où le client demandait un prix et on lui servait des prix, au bout de 2 minutes, on coupait la transaction. Parce qu'en fait, au bout de 2 minutes, les prix ils étaient de toute façon plus valides d'un point de vue du marché. Et il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'il achète à un prix qui était le prix il y a 2 minutes. De toute façon, il se serait fait refuser quoi qu'il arrive. Donc en fait, cette notion fonctionnelle nous a permis de faire des compromis. Parce que la résilience, si tu tombes, de toute façon, tes transactions en cours, tu t'en fous. Et faudrait que tu remontes tout en moins de 2 minutes. Et le client aurait 99% de chances de se faire rejeter. Donc des fois, le métier peut te simplifier aussi la vue là-dessus. Des fois, réellement, le nombre de métiers qui a vraiment besoin d'avoir un niveau de résilience à ce niveau-là, je sais pas si c'est le cas partout. Après, oui, il y a besoin à un moment donné, pour faire de la résilience costaud, il y a besoin de traiter ces points de vue-là. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, pour moi, si peut pas passer l'autre. Il reste 5 minutes, s'il reste des questions, des points de désaccord. Oui. Oui. Top. Alors, j'ai pas l'adresse ici, je vais vous l'afficher juste devant. Est-ce que j'avais un Chrome? Il est publié sur mon GitHub, et je vais vous montrer l'adresse tout de suite. Vous allez sur GitHub, Clément Eliou, tout attaché. OK. Hop. Et là, vous avez le Conference Management System. Et vous avez le système. Voilà, dedans. Tout est disponible. Vous pouvez jouer, vous pouvez forker, vous pouvez jouer avec. Juste pour information, ce Conference Management System, en fait, c'est un... Il y a 5-6 ans de ça,
Microsoft a publié une journée, en fait, a implémenté un système de conférence comme ça en interne chez eux, en faisant du event sourcing, en faisant CQRS, en faisant du DDD. Alors eux, techniquement, bien sûr, ils se sont fait plaisir, ils ont utilisé Azure et toutes les technos Microsoft. Et en fait, ils ont publié au fur et à mesure les avancées et ce qu'ils ont appris et comment ils ont fait évoluer les choses et les murs qu'ils ont pris. Donc c'est un dossier qui s'appelle CQRS Microsoft Journey, qui est un truc disponible en bouquin, qui est disponible complètement librement sur Internet, qui est un gros pavé, hein, mais qui est très très instructif à lire. Quand on s'abstrait de Azure, c'est cool. Mais c'est très intéressant et ça peut vous permettre d'apprendre un certain nombre de choses. Et surtout, c'est un truc qui a été suivi par Greg Young à l'époque et par un certain nombre de spécialistes type Jérémy Chassin ou autres qui ont suivi ce projet-là. Donc ça peut permettre d'apprendre les choses. Et l'idée, moi, c'était voilà, aussi remettre les choses à plat et de voir comment Scala, notamment, pouvait rendre le code plus expressif sur ce sujet-là, puisqu'en termes perso, moi, je l'avais fait en Java à l'époque. Aucun. 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 On avait même refait les machines à état. Mais voilà. Alors, je répète la question, est-ce que, en termes de framework, je recommande la gomme? Est-ce qu'il faut mettre la gomme? Non. Non, je ne sais pas. Honnêtement, en fait, ça dépend. La réponse, elle est pour moi, est-ce que, si vous n'avez aucune expérience sur l'event sourcing, ce que je vous conseille de faire, c'est juste d'essayer de vous faire ça déjà. Et vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses et que vous êtes capable d'aller loin dans votre métier, de voir si c'est adapté pour votre métier, sans partir sur voilà, ce type de complexité. Hein. Au-delà de la gomme, il y a aussi Axon Framework qui existe pour framework. Ça, je l'ai vu dans la banque où j'ai bossé. Ils l'ont mis en place, ils sont venus, on en avait discuté, je leur avais dit je le ferai pas, ils l'ont fait. Ils s'en mordent les doigts. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après, de base, je dirais non. En fait, c'est beaucoup de complexité pour pas grand-chose et il n'y a pas besoin. Franchement, il n'y a pas besoin. 2 minutes, il reste. Bon, ah, une dernière. Dans les cas où il y a quand même besoin de synchronisme, par exemple entre un site internet, le fait de passer une commande et d'avoir quand même une réponse pour un ID de panier ou quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on s'en sort quand même? On peut en mettre en place le traitement des commandes si vous avez vraiment un besoin pour certaines commandes qu'elles soient synchrones, que le traitement des commandes soit synchrone et que vous ayez par exemple, vous avez besoin en fait que la vue de lecture soit mise à jour avant de rendre la page à l'utilisateur. Vous pouvez. Vous allez implémenter du côté de votre page, en fait, vous allez pinguer la vue de lecture jusqu'à ce qu'elle soit dispo et vous rendrez la main. C'est possible si votre cas le nécessite. Et vous pouvez en fait adapter ça aussi à l'état. Par exemple, pour la réservation de billets, si au moment où vous démarrez votre commande, vous avez percevé qu'il y a encore 60 000 places de dispo, vous vous en foutez, vous savez qu'il y aura de quoi faire. Si par contre vous savez que vous êtes dans les 10 derniers pourcents du quota de place, là vous pouvez passer sur un mode synchrone qui assure la cohérence, mais qui l'assurera que pour les 5% d'utilisateurs qui se trouvent dans le corner case. Donc oui, c'est possible. Eh ben, merci beaucoup. Et puis bon Brestcamp.